Ces filles peuvent marcher et elles peuvent voir, mais leur nourrice ne le permet pas. Victor arrêta net les fauteuils roulants en entendant cela. Daniel et Hélène restèrent immobiles, mais il put distinguer le mouvement de leurs doigts. Le garçon les désigna avec insistance et ajouta « Elle leur donne des médicaments tous les jours ». La nourrice Thérèse tenta de l'écarter d'une poussée, mais Victor, l'ignorant, retira les lunettes de soleil à Daniel et vit une larme couler. Victor resta paralysé, observant cette larme glisser lentement sur le visage de sa fille. Tandis que le monde autour de lui semblait s'être complètement arrêté, il tenait les lunettes de soleil dans sa main droite et sentait son cœur battre si fort que cela lui faisait mal à la poitrine. Avant de vous plonger dans cette histoire qui vous touchera l'âme, n'oubliez pas de liker notre chaîne et de vous abonner si vous ne faites pas encore partie de cette famille. Partagez en commentaire de quelle ville vous nous regardez et que Dieu vous bénisse. Merci. Nous continuons. La petite cligna des yeux une fois, puis une autre. Ses yeux noisettes clairs se fixèrent sur son visage avec une intensité qui n'existait plus depuis 2 ans. Depuis le jour de l'accident qui avait tout changé dans leur vie à tous deux, les médecins avaient été catégoriques lors de l'annonce du diagnostic. Daniel avait subi un traumatisme sévère et était entré dans un état végétatif dont elle ne sortirait probablement jamais. Ils avaient recommandé à Victor d'envisager des options de soins à long terme et d'essayer de trouver un moyen d'accepter cette nouvelle réalité. Pendant 6 mois, il avait rejeté cette sentence et parcouru les cabinets médicaux à la recherche de quelqu'un qui dirait quelque chose de différent. Mais tous répétaient les mêmes mots techniques et froids qui sonnaient comme une condamnation permanente. « Daniel » murmura-t-il, la voix défaillante. « Tu me vois » La petite ne répondit pas par des mots, mais ses lèvres bougèrent légèrement, comme si elle tentait de former des sons qui ne parvenaient pas à sortir à cause de quelque chose qui allait bien au-delà d'une limitation physique. Ses doigts continuaient de serrer l'accoudoir du fauteuil, et maintenant Victor voyait clairement que ce n'était pas un spasme involontaire, comme Thérèse l'expliquait toujours lorsqu'il s'inquiétait des mouvements étranges qu'il remarquait parfois pendant leur promenade. Il lâcha les lunettes qui tombèrent au sol, heurtant le béton avec un bruit sec, et s'agenouilla devant le fauteuil, tenant le visage de Daniel de ses 2 mains tremblantes. La peau était chaude, et il sentit les muscles de sa joue se contracter légèrement lorsqu'il la toucha délicatement. « Ma fille, si tu m'entends vraiment, cligne des yeux 2 fois, demanda-t-il, la voix tremblante, si bien qu'il put à peine terminer la phrase. Daniel resta immobile pendant quelques secondes, qui parurent durer une éternité, tandis que Victor retenait sa respiration, attendant le moindre signe. Et puis elle cligna des yeux une fois, fit une pause délibérée et cligna des yeux à nouveau. Victor sentit ses jambes flancher violemment et dut se tenir au bras du fauteuil pour ne pas s'effondrer à genoux sur le sol du parc. Sa respiration était irrégulière, sortant par courtes bouffées, et ses mains transpiraient froidement tandis qu'il essayait de comprendre ce qu'il venait de voir. « Mon Dieu » murmura-t-il presque sans voix. « Mon Dieu du ciel, que se passe-t-il ici ?» Il tourna brusquement la tête sur le côté et regarda Hélène, qui continuait de s'asseoir dans l'autre fauteuil avec les lunettes de soleil, couvrant toujours complètement son visage. La petite était immobile, mais il y avait une tension visible dans ses épaules qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Le garçon de la rue fit un pas en avant, désignant directement le 2e fauteuil. « Enlevez-lui aussi ses lunettes. Vous verrez qu'elle est aussi réveillée. » Thérèse réagit instantanément, faisant un pas brusque en avant et bloquant le chemin de Victor vers l'autre fauteuil. Son visage était rouge et ses mains tremblaient visiblement, tandis qu'elle serrait son sac à main en cuir marron contre sa poitrine, comme si c'était un bouclier protecteur. « Vous ne la toucherez pas, dit-elle, la voix plus forte qu'elle ne le voulait. Vous perdez la tête, Victor. Et je ne vous laisserai pas effrayer les petites de cette manière sans penser aux conséquences. » Victor se leva lentement, sentant chaque muscle de son corps tendu comme une corde sur le point de se rompre. Il regarda directement dans les yeux de la femme qui avait pris soin de sa fille pendant des mois, la femme en qui il avait placé une confiance absolue lorsqu'il ne parvenait plus à gérer seul la douleur. « Écartez-vous, Thérèse, » dit-il d'un calme forcé qui masquait mal la rage grandissante en dessous. Elle secoua la tête plusieurs fois de suite. « Je ne bougerai pas. Vous devez vous calmer et bien réfléchir avant de faire une bêtise que vous regretterez ensuite. » Victor serra les poings le long de son corps, sentant ses ongles s'enfoncer dans les paumes de ses mains, tandis qu'il tentait de garder un certain contrôle sur les émotions qui menaçaient de déborder à tout moment. « Pourquoi êtes-vous si nerveuse ?» demanda-t-il lentement, observant chaque détail de son expression. Thérèse laissa échapper un rire qui sonna forcé et complètement faux. « Nerveuse ? J'essaye juste de protéger les petites d'un père qui traverse clairement une grave crise émotionnelle. » Avant que Victor ne puisse répondre, le garçon de la rue se déplaça avec une rapidité impressionnante, contournant Thérèse par le côté droit et s'arrêtant à côté du fauteuil d'Hélène. Le garçon s'agenouilla sans hésiter
et retira les lunettes de soleil du visage de la petite avant que quiconque ne puisse l'en empêcher. « Non !» cria Thérèse en tendant le bras vers lui. « Ne la touchez pas !» Mais il était déjà trop tard pour l'empêcher. Hélène cligna rapidement des yeux plusieurs fois de suite, essayant de s'habituer à la lumière intense du soleil de l'après-midi. Et puis elle tourna lentement le visage jusqu'à rencontrer le regard de Victor. Ses yeux étaient complètement éveillés et concentrés. Ses pupilles se dilataient et se contractaient normalement, réagissant au changement de luminosité exactement comme elle le devait. Il n'y avait absolument rien d'anormal avec la vision de cette petite, aucun problème de sensibilité ou condition médicale qui justifierait l'utilisation permanente des lunettes de soleil. Elle regardait autour d'elle, traitant l'environnement avec la pleine conscience de quelqu'un qui était parfaitement éveillé, mais incapable de réagir. Thérèse laissa échapper un son étranglé qui se situait entre un gémissement et un cri. Elle s'avança vers le garçon, les bras tendus, tentant de récupérer les lunettes. « Rendez ça tout de suite !» « Sale petit curieux !» Le garçon recula de quelques pas, tenant les 2 paires de lunettes hors de sa portée tandis qu'il regardait fixement Victor. « Je ne mens pas, monsieur. Je vis là, bas sous le pont, et je vous vois tous les jours quand vous arrivez au parc. » Elle sort toujours une petite bouteille de son sac et met des gouttes dans l'eau avant de leur donner à boire. Victor sentit son estomac se nouer violemment, tandis qu'il traitait les mots du garçon. Chaque syllabe tombait comme une lourde pierre dans sa poitrine. Il regarda Thérèse, qui était pâle, maintenant avec des taches rouges montant le long de son cou. Sa respiration était accélérée et irrégulière, ses yeux fuyant son regard direct pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. « Quel médicament ?» demanda Victor d'une voix basse, mais chargée d'une menace contenue. « Aucun médicament », répondit Thérèse trop vite, trébuchant sur ses propres mots. « Ce garçon invente des histoires pour obtenir de l'argent. Il vous manipule et vous tombez dans le panneau. » Le garçon de la rue secoua la tête, gardant une posture ferme. Je l'ai vu de mes propres yeux. La bouteille est petite et transparente. Elle reste au fond de son sac et elle regarde toujours autour d'elle avant de l'utiliser pour s'assurer que personne ne voit. Victor tendit lentement la main vers Thérèse, sentant le sang marteler dans ses tempes. « Donnez-moi votre sac maintenant, Thérèse. » Elle serra le sac si fort contre sa poitrine que les jointures de ses doigts blanchirent. « Je ne vous donnerai rien. Vous n'avez aucun droit de fouiller mes affaires personnelles ainsi. » Victor fit un pas de plus, rapprochant son visage du sien jusqu'à quelques centimètres. « Je vais demander une fois de plus. Allez-vous me donner ce sac maintenant ou vais-je appeler la police immédiatement ?» Thérèse regarda autour d'elle, cherchant désespérément une issue ou quelqu'un qui pourrait l'aider. Quelques personnes qui passaient dans le parc s'étaient arrêtées à une distance sûre, observant la scène avec curiosité et inquiétude. Mais personne ne s'approchait suffisamment pour intervenir. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son convaincant n'en sortit, juste un faible murmure qui ne formait pas de mots cohérents. Victor n'attendit plus. Il saisit la lanière du sac et tira fort, lui arrachant l'objet des mains d'un mouvement rapide et définitif qui faillit la faire perdre l'équilibre. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria Thérèse en tentant de récupérer le sac. « C'est du vol, Victor !» Victor ignora complètement sa protestation et ouvrit la fermeture éclair, ses mains tremblant de façon incontrôlable. À l'intérieur, il y avait un portefeuille en cuir usé, un téléphone portable à l'écran cassé, des mouchoirs en papier froissé, un stylo, du rouge à lèvres rouge décoloré, et au fond, caché sous tout le reste, une petite bouteille en verre transparent contenant un liquide incolore qui ressemblait à de l'eau ordinaire à première vue. Il prit la bouteille et la leva contre la lumière du soleil, examinant le contenu tandis qu'il sentait son estomac se creuser de plus en plus. Sur la minuscule étiquette était écrit le nom d'un sédatif à usage contrôlé, le type de médicament qui n'était administré en milieu hospitalier que sous surveillance rigoureuse en raison de ses effets puissants et des risques encourus. « Qu'est-ce que c'est, Thérèse ?» demanda-t-il en se tournant pour lui faire face, tenant la bouteille entre ses doigts. Elle ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, sans parvenir à formuler une réponse un tant soit peu convaincante. Son visage était complètement blanc maintenant, et de petites gouttes de sueur commençaient à apparaître sur son front. « C'est à moi », dit-elle finalement d'une voix faible. « J'ai une prescription médicale pour l'anxiété. » Victor secoua lentement la tête. « Ce n'est pas un remède contre l'anxiété. Ceci est un sédatif hospitalier qui rend les gens inconscients. » Il regarda le garçon de la rue qui tenait toujours les lunettes et observait tout avec une expression triste, mais déterminée. « Combien de gouttes l'as-tu vu mettre dans leur eau ?» Le garçon réfléchit un instant. « 3 ou 4 gouttes dans chaque bouteille, toute la journée à la même heure avant que vous ne marchiez. » Victor sentit une vague de nausée monter dans sa gorge, tandis qu'il comprenait enfin ce qui s'était passé pendant tous ces mois. Thérèse ne prenait pas soin de Daniel. Elle maintenait intentionnellement la petite sous sédatif pour qu'elle paraisse réellement en état végétatif et avait fait la même chose avec sa propre fille,
pour créer une histoire convaincante sur un problème de vision inexistant. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Depuis combien de temps leur as-tu fait ça ?» Thérèse commença à pleurer, mais les larmes semblaient trop calculées pour être authentiques. « Je n'ai rien fait. Je jure que je n'ai rien fait de mal. » Victor éleva la voix pour la première fois. « Réponds à la question. Depuis combien de temps ?» Elle haussa les épaules et serra son propre corps. « Je voulais juste que tu fasses attention à moi, Victor. Tu ne voyais qu'elle et tu ne me regardais jamais vraiment. » Le silence qui suivit fut dense et étouffant. Victor regarda Daniel, qui continuait de rester dans le fauteuil, les yeux fixés sur lui, débordant de larmes silencieuses. Puis il regarda Hélène, qui avait la même expression de soulagement et de terreur, mêlée sur son visage enfantin. Il sortit son téléphone portable de sa poche, les mains tremblantes encore tellement qu'il faillit faire tomber l'appareil. Il composa le numéro d'urgence et attendit que l'appel se connecte tout en gardant les yeux fixés sur Thérèse, qui semblait avoir rapetissé de plusieurs centimètres. Quand la voix de l'opérateur surgit de l'autre côté, il parla lentement et clairement, essayant de contrôler son émotion. « J'ai besoin d'une ambulance et de la police au parc central, d'urgence. J'ai 2 petites filles qui ont été maintenues sous sédatifs et j'ai besoin d'une aide médicale immédiate. » La personne de l'autre côté posa quelques questions rapides sur l'état des petites et Victor répondit automatiquement à tout, tandis qu'il observait Thérèse tenter de faire des pas discrets vers la sortie du parc. Le garçon de la rue perçut la tentative de fuite et se déplaça rapidement, positionnant son propre corps devant elle, bloquant le passage. Il ne dit rien, mais sa posture ferme laissait entendre qu'il ne la laisserait pas partir. Thérèse regarda autour d'elle, cherchant désespérément une autre voie d'évacuation, mais il y avait maintenant plus de monde qui observait, et certains avaient déjà perçu que quelque chose de grave se passait. Un homme âgé, avec un chien en laisse, s'approcha lentement et demanda si tout allait bien. Victor se contenta d'acquiescer et lui demanda de rester là jusqu'à l'arrivée de la police. L'homme accepta et resta debout à quelques mètres, gardant les yeux fixés sur Thérèse, qui avait renoncé à fuir et ne faisait maintenant que pleurer, le visage caché dans ses mains. Victor raccrocha le téléphone et revint près de Daniel. Il s'agenouilla à nouveau et lui tint la main, sentant ses doigts serrer les siens d'une force légère, mais réelle. « Tout va bien maintenant, ma fille », dit-il d'une voix étranglée. « Je vais te sortir d'ici, et tu vas aller bien. Je te promets que tu vas aller bien. » Daniel cligna des yeux plusieurs fois de suite, et il vit sa bouche bouger à nouveau, essayant de former des mots. Il s'approcha, plaçant son oreille près de ses lèvres, et il entendit alors un murmure si bas qu'il était presque inaudible. « Papa !» Ce seul mot brisa complètement la barrière que Victor tentait de maintenir. Les larmes commencèrent à couler sur son visage sans contrôle, tandis qu'il serrait sa fille dans ses bras avec toute la tendresse du monde, essayant de ne pas lui faire de mal. L'ambulance arriva 11 minutes plus tard, suivie de près par une patrouille de police, les sirènes déchirant l'air de l'après-midi. Les ambulanciers évaluèrent rapidement Daniel et Hélène, posant des questions techniques à Victor sur leur historique médical et la durée d'utilisation du sédatif. Ils confirmèrent que les deux étaient sous l'effet de médicaments contrôlés et nécessitaient un transport immédiat à l'hôpital pour une évaluation complète et le début du processus de désintoxication. Victor accepta tout et dit qu'il accompagnerait les petites dans l'ambulance. Les policiers interpellèrent Thérèse, qui tenta d'expliquer la situation de manière confuse et contradictoire. Ils prirent la bouteille de sédatif des mains de Victor et la placèrent dans un sac en plastique transparent comme preuve. Ensuite, ils emmenèrent Thérèse à la patrouille, tandis qu'elle criait que c'était un complot et qu'elle n'avait rien fait exprès. Avant d'entrer dans l'ambulance, Victor chercha le garçon de la rue du regard et le trouva toujours au même endroit, tenant les lunettes de soleil dans ses mains. Il s'approcha du garçon et posa la main sur son épaule. « Comment t'appelles-tu » demanda Victor. Le garçon hésita, regardant le sol. « David ?» Victor serra son épaule avec gratitude. « David, tu as sauvé ma fille aujourd'hui. Je n'oublierai jamais cela. » Le garçon esquissa un demi-sourire timide. « J'ai juste dit la vérité. » Victor sortit son portefeuille de sa poche et lui offrit tout l'argent qu'il y avait. C'étaient quelques billets qui s'élevaient à près de 300 €. « Tiens, prends ça. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est ce que j'ai maintenant. » David regarda l'argent, les yeux écarquillés, mais secoua la tête. « Je ne veux pas d'argent, monsieur. Je voulais juste que les petites aillent bien. » Victor insista, plaçant les billets dans la main du garçon. « Je sais que tu ne veux pas, mais accepte-les quand même, et je reviendrai ici demain pour que nous puissions bien parler. Où habites-tu » David désigna du doigt le pont en béton gris qui se trouvait à la limite du parc. La vieille structure avait des piliers couverts de graffitis décolorés, et en dessous, on pouvait voir quelques cartons empilés formant un abri improvisé. « Là-bas, avec ma grand-mère » dit le garçon en baissant lentement le bras. Victor regarda vers le pont et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il était passé par là des centaines de fois,
en poussant le fauteuil de Daniel, sans jamais prêter vraiment attention à ce qui existait dans l'ombre sous la structure, sans percevoir qu'il y avait des gens qui vivaient là, à quelques mètres, tandis qu'il marchait, perdu dans ses propres pensées. « Demain, je reviens ici et nous parlerons », dit Victor, tenant fermement l'épaule de David avant de se retourner et de courir vers l'ambulance, où les ambulanciers positionnaient déjà les brancardes pour transporter les petites. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu et silencieux. Victor s'assit sur la banquette latérale de l'ambulance entre les deux brancardes, tenant la main de Daniel tout en observant les ambulanciers vérifier les signes vitaux des petites. Toutes les quelques minutes, Hélène était immobile, regardant le plafond de l'ambulance, les yeux grands ouverts, comme si elle n'arrivait pas encore à comprendre complètement ce qui se passait. De temps en temps, elle tournait légèrement la tête vers Daniel, et les deux échangeaient des regards rapides qui semblaient porter une communication silencieuse construite pendant des mois de souffrance partagée. L'un des ambulanciers, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux gris sur les tempes, posa quelques questions techniques sur l'historique médical de Daniel et Victor, répondit à tout ce qu'il savait, essayant de garder une voix stable. Il expliqua l'accident d'il y a 2 ans, le diagnostic des médecins, comment Thérèse était apparue en offrant son aide, et comment il lui avait fait entièrement confiance sans rien remettre en question. L'ambulancier notait tout dans un dossier en écoutant. De temps en temps, il regardait Daniel et vérifiait ses pupilles avec une petite lampe de poche. La réaction aux stimuli lumineux était lente, mais présente, et cela semblait le rassurer. Les petites auront besoin d'une observation hospitalière pendant quelques jours, mais leurs signes vitaux sont stables, dit-il en rangeant la lampe de poche dans la poche de son uniforme. Victor acquiesça en serrant plus fort la main de Daniel. Ses doigts se resserrèrent en retour avec une pression minimale qui signifiait pourtant tout pour lui à ce moment-là. L'ambulance tourna à un coin, faisant légèrement balancer les brancardes, et Hélène laissa échapper un son bas qui aurait pu être un gémissement ou un soupir. Victor la regarda et vit que la petite avait fermé les yeux avec force, comme si elle essayait de bloquer tout ce qui se passait autour. Quand ils arrivèrent aux urgences de l'hôpital central, une équipe médicale les attendait déjà à l'entrée avec des blouses blanches impeccables et des expressions professionnelles qui tentaient de transmettre le calme. Ils transférèrent Daniel et Hélène rapidement dans des fauteuils hospitaliers et les emmenèrent dans une salle d'évaluation tandis que Victor était dirigé vers la réception pour remplir les formulaires et autoriser les procédures. Une réceptionniste d'une trentaine d'années avec des lunettes à monture épaisse et les cheveux attachés en queue de cheval lui tendit une pile de formulaires et un stylo bleu. « Monsieur, vous devez remplir ces documents et signer les autorisations pour le traitement. » Victor prit les papiers et tenta de lire. Mais les mots semblaient se mélanger devant ses yeux. Les lignes se confondaient et il devait relire chaque phrase 3 fois pour en comprendre le sens de base. Ses mains tremblaient tellement que sa signature fut complètement illisible au premier essai et la réceptionniste lui demanda gentiment de la refaire dans un autre champ. Il signa des documents autorisant des examens sanguins, une hospitalisation temporaire, des procédures d'urgence si nécessaire. Chaque signature semblait être un poids supplémentaire sur ses épaules, déjà trop chargées. Une jeune infirmière aux cheveux châtains, relevée en chignon serré et un sourire fatigué mais authentique, lui apporta un verre d'eau glacée et le plaça devant lui. « Monsieur, vous devez respirer et vous calmer un peu. Les petites sont bien soignées maintenant, et vous n'aiderez personne si vous vous évanouissez ici. » Victor but l'eau d'un trait, sentant le liquide froid couler dans sa gorge sèche et secoua la tête, essayant d'organiser ses pensées. « Je dois rester près d'elle. Je ne peux pas les laisser seules à nouveau après tout ce qui s'est passé. » L'infirmière posa sa main sur son bras avec une douceur professionnelle. « Je comprends parfaitement votre inquiétude, monsieur. Mais en ce moment, vous devez laisser les médecins travailler. Dès que ce sera possible et sûr, quelqu'un viendra vous appeler pour les voir. » Victor finit de remplir les derniers formulaires et remit tout à la réceptionniste, qui vérifia chaque page avec attention avant de les ranger dans un dossier portant le nom de Daniel sur l'étiquette. Ensuite, il fut orienté vers une chaise en plastique dur dans la salle d'attente et dut patienter pour de nouvelles informations. La salle était partiellement pleine d'autres personnes dans diverses situations. Une femme dormait adossée au mur, la bouche légèrement ouverte. Un jeune homme marchait de long en large, parlant à voix basse au téléphone portable. Un petit enfant jouait par terre avec une voiturette tandis que sa mère observait avec un regard lointain. Victor s'assit dans un coin plus isolé et enfouit son visage dans ses mains, tentant de traiter tout ce qui s'était passé dans les dernières heures. La sensation était de vivre un cauchemar dont il ne parvenait pas à se réveiller. Depuis combien de temps Thérèse avait-elle fait cela à Daniel? Combien de temps sa fille était-elle restée consciente et prisonnière de son propre corps, sans pouvoir communiquer alors qu'il croyait aveuglément qu'elle était en état végétatif
et incapable de sentir ou de comprendre quoi que ce soit autour d'elle. La culpabilité commença à monter dans sa gorge avec une tristesse profonde qui semblait sans fond. Il se souvenait de toutes les fois où il avait parlé de Daniel devant elle, comme si la petite n'était pas là. Toutes les fois où il avait discuté des décisions concernant son avenir, sans considérer que être elle pouvait tout entendre et tout comprendre. Combien de fois il avait pleuré seul dans sa chambre, pensant avoir perdu sa fille pour toujours, alors qu'elle se trouvait à quelques mètres, complètement consciente, mais incapable de répondre. La rage vint ensuite, une rage chaude et étouffante dirigée contre Thérèse pour avoir fait cela, contre les médecins pour n'avoir pas perçu quelque chose d'aussi grave, et principalement contre lui-même pour avoir été si confiant et aveugle. Il resta assis là, sans notion du temps qui passait, cela aurait pu être 30 minutes ou 3 heures. Le temps semblait avoir perdu toute signification réelle. Des gens entraient et sortaient de la salle d'attente. Des noms étaient appelés au haut-parleur avec des voix monotones. Des téléphones sonnaient à la réception et les assistants répondaient avec le même script répété des dizaines de fois. Victor observait tout cela de loin, comme s'il regardait à travers un verre embué. La réalité semblait filtrée et irréelle. À un certain moment, il dut s'assoupir, car il se réveilla en sursaut lorsqu'une main toucha légèrement son épaule. Il ouvrit les yeux trop vite et sentit sa tête tourner une seconde avant de se concentrer sur la silhouette d'une médecin en blouse blanche, avec un stéthoscope autour du cou et un dossier sous le bras. « Monsieur Victor ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Il se leva trop vite et dut se tenir au bras de la chaise pour ne pas perdre l'équilibre. « Oui, c'est moi. Comment vont-elles » La médecin, qui avait une 50aine d'années et les cheveux courts avec quelques mèches grises, se présenta comme la docteure Dubois et lui demanda de l'accompagner dans un endroit plus réservé pour parler calmement. Ils marchèrent dans les couloirs blancs de l'hôpital, passant devant des portes numérotées et des panneaux de signalisation jusqu'à un petit bureau au bout d'un couloir moins fréquenté. La pièce avait une table en bois clair, 2 chaises tapissées de tissu bleu décoloré, une armoire de classement appuyée contre le mur et un vieil ordinateur sur la table. La médecin ferma la porte avec soin et lui indiqua l'une des chaises avant de s'asseoir sur l'autre, du côté opposé de la table. « Les 2 petites sont stables en ce moment », commença-t-elle en posant le dossier sur la table. « Nous avons fait une analyse toxicologique préliminaire par des examens sanguins et urinaires. Nous avons pu confirmer la présence de sédatifs à usage contrôlé dans l'organisme des 2 à des concentrations qui indiquent une utilisation régulière et prolongée. » Victor laissa échapper l'air qu'il retenait sans s'en rendre compte et sentit ses jambes flancher même en étant assis. « Elles vont bien alors ?» La docteure Dubois ajusta ses lunettes à monture fine et le regarda directement dans les yeux avec une gravité professionnelle, mais non froide. Elles auront besoin d'une période d'hospitalisation pour une désintoxication supervisée et une surveillance constante des signes vitaux. L'utilisation prolongée de sédatifs peut entraîner des effets secondaires tels que la dépendance chimique, des troubles du sommeil, des difficultés cognitives temporaires et des problèmes émotionnels que nous suivrons de près avec un soutien psychologique spécialisé. Mais oui, l'attente médicale est qu'elle se rétablisse complètement avec le traitement approprié et suffisamment de temps. Victor couvrit son visage de ses mains et laissa échapper un sanglot qui était resté prisonnier dans sa poitrine depuis le moment au parc. Quand il vit la première larme de Daniel, ses épaules tremblèrent et il n'essaya plus de contenir les émotions qui débordaient sans contrôle. La docteure Dubois resta silencieuse, respectant ce moment de libération. Elle n'essaya pas de le presser ou de le réconforter avec des mots vides. Elle attendit patiemment jusqu'à ce qu'il puisse se ressaisir suffisamment pour continuer la conversation. Après quelques minutes, Victor essuya ses yeux du revers de la main et respira profondément plusieurs fois, essayant de stabiliser sa respiration irrégulière. « Désolé pour ça », la médecin secoua la tête. « Il n'y a pas besoin de s'excuser. Monsieur vient de traverser une situation extrêmement traumatisante et réagit de manière tout à fait compréhensible. » Victor regarda ses propres mains trembler légèrement et posa la question qui le martelait dans la tête depuis que tout avait commencé. « Depuis combien de temps leur a-t-elle fait ça ?» La docteure Dubois consulta son dossier et parcourut quelques notes avant de répondre. D'après les niveaux de substances trouvés dans le sang, le mode d'administration que vous avez décrit aux ambulanciers et les réactions physiques que nous avons observées lors de l'examen initial, notre estimation médicale est que l'utilisation systématique et irrégulière a duré entre 8 et 10 mois au minimum, atteignant être 1 an selon la dose initiale utilisée. 10 mois, répéta Victor ce nombre silencieusement dans sa tête, essayant de traiter la dimension temporelle de cela. 10 mois de Daniel étant maintenu artificiellement sous sédatif, tandis qu'il croyait faire de son mieux pour elle, en embauchant quelqu'un de qualifié pour s'en occuper. 10 mois de mensonges et de manipulations se déroulant juste sous son nez. La médecin continua d'expliquer les détails techniques du processus de désintoxication,
Comment il réduirait progressivement la présence de la substance dans l'organisme pour éviter des crises de sevrage trop sévères, la nécessité d'une hydratation constante et d'un soutien nutritionnel adéquat. Car les petites ne s'étaient probablement pas bien nourries pendant toute cette période. Victor tentait de prêter attention et d'absorber toutes les informations, mais une partie de son esprit était bloquée sur ce nombre. 10 mois, presque une année entière de souffrance silencieuse. « Puis-je les voir maintenant » demanda-t-il lorsque la médecin fit une pause dans son explication. Elle hésita un instant, consultant sa montre-bracelet. Elles sont hydratées par voie intraveineuse et reçoivent des médicaments pour faciliter l'élimination des substances de l'organisme de manière contrôlée. L'idéal serait de les garder au repos absolu pendant au moins 24 heures avant de permettre des visites prolongées, afin de ne pas les surcharger émotionnellement. Mais je comprends la situation et je peux vous y emmener pour quelques minutes seulement. Victor accepta immédiatement et se leva de sa chaise. La docteure Dubois rangea son dossier et quitta le cabinet avec lui, le suivant juste derrière. Ils marchèrent dans d'autres couloirs blancs éclairés par des lampes fluorescentes qui bourdonnaient doucement. Ils passèrent devant des chariots avec du matériel médical, des infirmières poussant des brancardes, des familles parlant à voix basse près des portes des chambres. La salle d'hospitalisation était plus silencieuse que les urgences. Il y avait un climat de calme contrôlé qui contrastait avec l'agitation de l'entrée de l'hôpital. La docteure Dubois s'arrêta devant une porte portant le numéro 412, peinte en noir, et frappa légèrement 2 fois avant de tourner la poignée et d'ouvrir avec soin. La chambre était petite mais propre. Elle avait 2 lits d'hôpital séparés par un rideau bleu clair partiellement ouvert. Une grande fenêtre sur le côté droit laissait entrer la lumière naturelle de l'après-midi, et il y avait des moniteurs à côté de chaque lit, émettant des bips réguliers à un rythme constant. Daniel et Hélène étaient allongés dans les lits avec des draps blancs couvrant jusqu'à la taille. Toutes deux avaient une perfusion connectée au bras par de fines aiguilles, fixées avec du ruban adhésif transparent. Leurs cheveux étaient ébouriffés et leur visage pâle, mais leurs yeux étaient ouverts et alertes. Lorsque Victor entra, les deux tournèrent la tête vers la porte simultanément. Il y avait quelque chose dans ce mouvement synchronisé qui montrait comment elles avaient développé une connexion pendant le temps partagé dans cette terrible situation. Il marcha lentement jusqu'au lit de Daniel, sentant ses jambes lourdes comme du plomb, et s'assit avec précaution sur le bord du matelas. La structure du lit grinça légèrement sous le poids supplémentaire. Victor tint la main de Daniel, qui était froide à cause du sérum glacé entrant dans sa veine. Les yeux de la petite étaient moins troubles qu'au parc, mais il y avait toujours une lenteur dans les mouvements qui montrait que l'effet résiduel du sédatif circulait encore dans son organisme. « Bonjour ma fille », dit-il d'une voix rauque et chargée d'émotion. « Comment te sens-tu » Daniel ouvrit lentement la bouche et tenta de parler, mais seul un faible murmure sortit au début. Elle toussa légèrement et tenta à nouveau, rassemblant ses forces. « Fatigué ». Ce mot simple et direct portait un poids énorme qui allait bien au-delà de sa signification de base. Fatiguée d'être prisonnière de son propre corps, fatiguée de ne pas pouvoir bouger librement, fatiguée de lutter seule contre une situation qu'elle n'avait pas le pouvoir de changer, fatiguée d'attendre que quelqu'un remarque ce qui se passait. Victor embrassa son front, sentant sa peau chaude contre ses lèvres, et les larmes revinrent, remplissant ses yeux. « Je sais, ma fille, je sais, et je suis désolé de ne pas l'avoir remarqué plus tôt, mais maintenant c'est fini. Tu es en sécurité ici, et je promets que je ne laisserai plus jamais rien de mal t'arriver. » Daniel cligna lentement des yeux, et ses lèvres se courbèrent légèrement en quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. Ses doigts serrèrent la main de Victor avec une force un peu plus grande qu'avant, et ce petit geste signifiait plus que 1000 mots ne pourraient exprimer. Il resta là, assis en silence, tenant juste sa main et observant le visage qu'il avait vu immobile et absent pendant si longtemps. Maintenant, montrant des signes clairs de conscience et de présence. Après quelques minutes, il regarda de côté vers l'autre lit, où Hélène observait l'interaction entre père et fille, avec une expression complexe qui mêlait soulagement, confusion, peur et quelque chose qui pourrait être de l'envie ou de la tristesse de ne pas avoir quelqu'un là pour elle de la même manière. Victor se leva lentement et marcha jusqu'au lit d'Hélène. Il s'assit sur le bord, exactement comme il l'avait fait avec Daniel, et regarda la petite qui détourna le regard comme si elle avait honte de lui faire face directement. « Comment vas-tu, Hélène » demanda-t-il avec douceur. La petite mordit sa lèvre inférieure et resta silencieuse pendant quelques secondes avant de répondre d'une voix si basse qu'il dut se pencher pour bien l'entendre. « Ma maman va être fâchée contre moi pour l'avoir raconté. » Cette phrase brisa le cœur de Victor d'une manière complètement différente. Hélène n'était pas préoccupée par sa propre guérison ou par ce qui s'était passé. Elle était préoccupée par la réaction de Thérèse. Même après tout, même en étant victime,
Elle portait encore la peur profondément conditionnée par des mois de contrôle et de manipulation psychologique. Victor posa sa main sur l'épaule de la petite avec toute la douceur du monde. « Ta maman ne pourra rien te faire. Elle n'est plus là et tu es protégé. Personne ne te fera plus de mal. » Hélène le regarda finalement et ses yeux bruns étaient pleins de larmes qui commencèrent à couler sur ses joues. « Je n'ai rien dit. Je jure que je n'ai rien dit. C'est le garçon qui a vu. » Victor comprit à ce moment-là qu'Hélène croyait avoir trahi sa mère d'une certaine manière, que la découverte était de sa faute et qu'elle allait en subir les conséquences. Il lui prit les deux mains et parla clairement. « Tu n'as rien fait de mal, Hélène. Rien de tout cela n'est de ta faute. Tu es une petite fille et tu n'avais pas la responsabilité de le dire ou de le cacher. Ce que ta mère a fait est très grave et c'est mal, mais tu es une victime, tout comme Daniel. » La petite sanglota et secoua la tête. « Mais c'est ma maman. » Victor ne savait pas bien quoi dire face à cela, car la situation était trop complexe pour des explications simples. Hélène aimait sa mère même après tout, car c'était la seule référence familiale qu'elle avait, et ce conflit interne nécessiterait beaucoup de travail psychologique pour être traité adéquatement. La docteure Dubois, qui était restée à la porte observant discrètement, s'approcha et toucha légèrement l'épaule de Victor. « Nous devons les laisser se reposer maintenant. » Victor accepta à contre-cœur. Il dit au revoir aux deux petites, promettant qu'il reviendrait le plus vite possible et qu'elle ne resterait pas seule longtemps. Daniel ferma les yeux, semblant épuisé par cette courte interaction. Et Hélène continuait de pleurer doucement en regardant le plafond. Il quitta la pièce, sentant le poids multiplié sur ses épaules. Chaque pas dans le couloir semblait exiger un effort énorme, et quand il arriva de nouveau à la salle d'attente, il s'effondra sur la première chaise disponible. L'épuisement était physique, émotionnel et mental en même temps, un mélange impossible à séparer. Il ferma les yeux et tenta d'organiser un minimum ses pensées, mais tout semblait un enchevêtrement confus de culpabilité, de rage, de soulagement et d'inquiétude pour l'avenir. Son téléphone portable vibra dans sa poche avec insistance et quand il regarda, il vit 17 messages non lus et 9 appels manqués de numéros qu'il ne reconnaissait pas, probablement des journalistes qui avaient déjà découvert l'histoire par la police ou l'hôpital. De telles nouvelles se propageaient trop vite. Victor éteignit complètement son téléphone, sans lire aucun message, car il n'avait ni l'énergie ni l'intérêt de s'occuper de cela à ce moment-là. Les heures suivantes s'étirèrent interminablement. Victor s'assoupit plusieurs fois, se réveillant toujours en sursaut, à cause de bruits aléatoires ou de mouvements brusques autour de lui. Son corps se plaignait de la position inconfortable de la chaise en plastique. Mais il ne pouvait pas penser à quitter cet endroit et rentrer chez lui. L'idée de retourner dans cette maison où Thérèse avait circulé librement, où elle avait préparé des repas, où elle avait dormi parfois dans la chambre d'amis, lui donnait la nausée. Quand le ciel, au-delà de la fenêtre, commença à s'assombrir, annonçant l'arrivée de la nuit, il réalisa qu'il avait passé toute la journée là sans rien manger, à part 2 tasses de café que l'infirmière lui avait apportées. Une réceptionniste différente vint l'informer que l'heure des visites était terminée et qu'il devait quitter l'hôpital jusqu'à 6 heures du matin, heure de réouverture. Victor tenta d'argumenter, mais les règles étaient strictes, et il fut gentiment, mais fermement, conduit à la sortie. Il marcha jusqu'au parking en pilote automatique et entra dans la voiture, restant assis sur le siège du conducteur, sans démarrer le moteur, les mains sur le volant et le regard perdu dans le pare-brise. Combien de temps resta-t-il là? Il ne savait pas avec certitude. Cela aurait pu être 10 minutes ou 1 heure, jusqu'à ce qu'il démarre enfin la voiture et conduise sans destination spécifique dans les rues de la ville. Il ne voulait pas rentrer chez lui tout de suite. Il n'était pas prêt à affronter cet espace rempli de souvenirs contaminés. Sans bien s'en rendre compte, il finit par conduire vers le parc, où il se gara et sortit de la voiture. La nuit était déjà tombée complètement et les lumières des lampadaires créaient des cercles oranges sur le sol. Victor marcha lentement sur les chemins de pierre, où il avait poussé le fauteuil de Daniel tant de fois. Il passa devant le banc où il avait l'habitude de s'asseoir pour se reposer. Il passa devant le parterre de fleurs que Thérèse disait toujours que Daniel aimait, même sans pouvoir bien voir. Il s'arrêta quand il arriva près du pont. La structure en béton semblait encore plus imposante et sombre la nuit. Victor hésita un instant, mais commença alors à descendre la pente herbeuse vers l'espace sous le pont que David avait indiqué plus tôt. Il y avait une faible lumière de bougies ou de lanternes éclairant l'abri improvisé de carton. Il pouvait voir 2 silhouettes bouger à l'intérieur. « David » appela-t-il, s'arrêtant à quelques mètres pour ne pas effrayer qui que ce soit. Le garçon apparut, sortant de derrière une grande boîte. À côté de lui se tenait une femme très mince, aux cheveux gris ébouriffés et aux vêtements usés en plusieurs couches, qui était probablement la grand-mère qu'il avait mentionnée. Les deux regardèrent Victor avec un mélange de surprise et de méfiance. « Bonsoir », dit-il en levant légèrement les mains pour montrer qu'il n'était pas une menace. « Je sais qu'il est tard,
mais j'avais besoin de vous parler. » La femme fit un pas en avant, plaçant son corps devant David dans un geste protecteur et instinctif. Ses yeux se plissèrent, essayant de mieux voir le visage de Victor dans la pénombre. « Qui est le monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix rauque, probablement à cause d'années de tabac ou simplement de la fatigue accumulée. Victor garda les mains levées, montrant qu'il ne représentait aucun danger. « Je m'appelle Victor. Je suis le père de Danielle, la petite qui était en fauteuil roulant aujourd'hui au parc. » L'expression de la femme changea légèrement, passant de la méfiance à une curiosité prudente. Elle regarda David comme si elle attendait une confirmation, et le garçon acquiesça lentement. « Il dit la vérité, grand-mère, c'est lui que nous avons aidé aujourd'hui, » dit David en sortant de derrière elle et en faisant quelques pas vers Victor. La grand-mère relâcha sa posture, mais gardait toujours les bras croisés devant son corps mince. « Il est tard pour les visites, monsieur. Nous n'avons rien ici qui puisse intéresser des gens comme vous. » Victor secoua la tête rapidement. « Je ne suis pas venu chercher quoi que ce soit. Je suis venu vous remercier et discuter, si vous me le permettez. » David regarda sa grand-mère, attendant qu'elle prenne la décision. Après quelques secondes, elle soupira et fit un geste de la tête, indiquant que Victor pouvait s'approcher. Il marcha lentement jusqu'à être suffisamment près pour mieux les voir tous les deux, sous la faible lumière d'une grosse bougie posée sur une boîte de peinture retournée. L'abri était encore plus précaire de près que de loin. Il y avait des cartons empilés formant des murs improvisés, quelques vieilles couvertures déchirées servant de matelas sur le sol en terre battue, des sacs en plastique accrochés à des clous rouillés, gardant diverses affaires, et une odeur d'humidité mêlée de fumée imprégnait l'air. « Comment vont les petites ?» demanda David, rompant le silence gênant qui s'était installé. Victor sentit une pression dans la poitrine en entendant la préoccupation sincère dans la voix du garçon. Quelqu'un qui n'avait absolument rien se souciait encore suffisamment de demander du bien, être de deux petites qu'il connaissait à peine. Elles sont à l'hôpital, soignées. Les médecins ont dit qu'elles se rétabliraient complètement avec le temps et un traitement adéquat, répondit Victor, sentant sa voix flancher un peu à la fin de la phrase. David laissa échapper un soupir de soulagement visible et un petit sourire apparut sur son visage sale. « Quelle bonne nouvelle! Je me suis inquiété toute la journée en pensant si elles allaient bien. » La grand-mère posa sa main sur l'épaule de son petit-fils d'un geste affectueux. Ce garçon a un cœur trop bon pour son propre bien, toujours à vouloir aider tout le monde, même quand nous arrivons à peine à nous aider nous-mêmes. Victor regarda directement David, sentant le poids de la gratitude mêlée de honte de n'avoir jamais remarqué l'existence de ce garçon auparavant. Combien de fois il était passé par ce pont en poussant le fauteuil de Danielle, complètement inconscient du fait qu'il y avait des gens qui vivaient là, dessous. « David, tu as sauvé ma fille aujourd'hui. Si tu n'avais pas parlé, je n'aurais jamais découvert ce qui se passait et elle aurait continué à souffrir pendant un temps indéterminé, » dit Victor d'une voix chargée d'émotion. Le garçon détourna le regard vers le sol, semblant mal à l'aise avec l'éloge. « J'ai juste fait ce que tout le monde devrait faire. Il n'est pas juste de rester silencieux quand on voit quelqu'un être traité injustement. » La grand-mère rit doucement d'une manière amère. « Tu dis ça, mon petit-fils? Mais la plupart des gens passent devant nous toute la journée et font comme si nous n'existions pas. Personne ne se soucie de ce qui se passe ici, sous ce pont. » Victor sentit ces paroles comme un coup de poing dans l'estomac, car il savait que c'était vrai. Lui-même avait été l'une de ces personnes qui passaient en hâte, concentrées sur leurs propres problèmes, sans voir la souffrance autour d'eux. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?» demanda-t-il, essayant de changer légèrement le cours de la conversation. La grand-mère regarda autour de l'abri précaire, comme si elle faisait mentalement le calcul. « Environ 2 ans, nous avons perdu la maison que nous louions quand je suis tombé malade et que je n'ai plus pu travailler. Il n'y a personne dans la famille qui puisse nous aider, alors nous avons fini ici. » David compléta en regardant Victor. « Nous essayons de réunir de l'argent en faisant des petits boulots et en demandant de l'aide, mais ce n'est jamais suffisant pour pouvoir louer un endroit à nouveau. Chaque mois, nous nous en approchons, mais il se passe toujours quelque chose qui nous fait dépenser ce que nous avons mis de côté. » Victor resta silencieux, traitant cette information. Il pensa à la grande maison confortable où il vivait seul depuis l'accident, aux chambres vides que personne n'utilisait, à l'espace gaspillé, tandis que des gens dormaient sous des ponts à quelques mètres de distance. Une idée commença à se former dans sa tête, mais il n'était pas sûr qu'elle soit appropriée ou bien accueillie. « Madame » commença-t-il en regardant la grand-mère. « Excusez-moi, mais je ne connais pas votre nom. » La femme relâcha un peu sa posture défensive. « Irène, mon nom est Irène, et voici mon petit-fils David, que vous connaissez déjà. » Victor acquiesça. « Madame Irène, j'ai une proposition à vous faire, mais avant cela, je dois vous expliquer certaines choses pour que vous compreniez d'où cela vient. » Irène et David échangèrent un regard rapide de curiosité, mêlé de méfiance. Des années passées dans la rue leur avaient probablement appris à être prudents face aux promesses qui semblaient trop belles.
Victor respira profondément, essayant d'organiser ses pensées. Avant de parler, je vis seul dans une maison de 4 chambres. Depuis que ma femme est décédée il y a 3 ans après l'accident de Daniel, je me suis senti complètement perdu et j'ai accepté l'aide de Thérèse sans rien remettre en question car je n'arrivais pas à gérer la situation. Il marqua une pause, sentant l'émotion menacée de déborder à nouveau. Aujourd'hui, David m'a montré que j'étais aveugle à beaucoup de choses, non seulement à ce qui se passait avec ma fille, mais aussi au monde autour de moi. Je suis passé sous ce pont des centaines de fois et je n'ai jamais remarqué que vous étiez ici, ayant besoin d'aide. Irène continuait de l'observer avec attention, mais n'interrompit pas. David avait les yeux fixés sur le visage de Victor, essayant de comprendre où cette conversation allait le mener. « J'aimerais vous offrir l'une des chambres de ma maison pour que vous y viviez », dit Victor, lançant finalement la proposition qui s'était formée dans sa tête. Le silence qui suivit fut dense et lourd. Irène et David restèrent complètement immobiles, traitant ce qu'ils venaient d'entendre. « Monsieur parle sérieusement ?» demanda David, la voix plus forte qu'il ne le voulait. L'incrédulité était claire dans l'expression du garçon. Victor acquiesça. « Je suis complètement sérieux. J'ai de la place à revendre, et cela n'a aucun sens de laisser cet endroit vide pendant que vous êtes ici dans ces conditions. De plus, j'aurai besoin d'aide lorsque Daniel reviendra de l'hôpital, et vous pourriez m'aider avec cela si vous le souhaitiez. » Irène secoua lentement la tête. « Monsieur, nous n'acceptons pas la charité. Nous avons de la dignité, même en vivant sous un pont. » Victor leva les mains dans un geste apaisant. « Je n'offre pas de charité, Madame Irène. J'offre un échange juste. Vous auriez un endroit pour vivre et en échange, vous pourriez aider aux tâches ménagères et aux soins de Daniel pendant sa convalescence. Ce serait un travail rémunéré et non une faveur. » Irène regarda David, qui avait les yeux grands ouverts et semblait retenir sa respiration. Elle regarda de nouveau Victor, étudiant chaque détail de son expression, comme si elle essayait de détecter un mensonge ou une intention cachée. « Pourquoi monsieur fait-il cela ?» demanda-t-elle, la voix toujours méfiante. Victor réfléchit à la question un instant avant de répondre avec honnêteté. « Parce qu'aujourd'hui j'ai appris qu'ignorer les gens autour de moi a failli coûter la vie à ma fille. Si David n'avait pas fait attention et n'avait pas eu le courage de parler, je serais resté aveugle pour toujours. Donc, je vous dois plus que tout argent ne pourrait payer. Mais en plus de cela, j'ai aussi réalisé que j'ai des ressources et de l'espace que je gaspille tandis que de bonnes personnes souffrent inutilement. » Irène continua de l'observer en silence. Ses yeux brillaient, humides, dans la faible lumière de la bougie, et Victor percevait qu'elle luttait contre ses propres émotions. « Pouvons-nous y réfléchir ?» demanda-t-elle finalement, la voix tremblant légèrement. Victor accepta immédiatement. « Bien sûr que vous pouvez. Vous n'avez pas besoin de me donner une réponse maintenant. Réfléchissez calmement, et quand vous aurez décidé, contactez-moi. » Il sortit son portefeuille de sa poche et en sortit une carte de visite avec son nom et son numéro de téléphone professionnel. Il tendit la carte à Irène, qui tint le morceau de papier comme si c'était quelque chose de précieux. « Mon numéro de téléphone est là. Vous pouvez appeler à toute heure du jour ou de la nuit, » dit Victor. David regardait la carte dans la main de sa grand-mère, avec une expression qui mêlait espoir et peur d'être déçu. Il avait probablement déjà entendu des promesses creuses et avait appris à ne pas croire trop vite. Victor comprit cette hésitation et n'insista pas davantage. Il prit congé et commença à remonter la pente herbeuse pour retourner au niveau du parc. Quand il arriva à la voiture, il resta assis sur le siège du conducteur pendant quelques minutes, respirant simplement et essayant de traiter tout ce qui s'était passé en cette journée impossible. Le matin, il s'était réveillé, croyant que la vie suivait un cours prévisible, et maintenant tout avait complètement changé. Il démarra enfin le moteur et conduisit vers la maison. Le trajet fut silencieux, avec juste le bruit du moteur et du vent entrant par la fenêtre entr'ouverte. Quand il se gara dans le garage et entra par la porte de la cuisine, la maison parut étrangement vide et froide. Il alluma les lumières et regarda autour de lui, voyant tout avec des yeux nouveaux. Le réfrigérateur plein de nourriture que lui seul mangeait, la grande table avec 6 chaises où il s'asseyait toujours seul au bout, le salon avec canapé et télévision qui n'était presque jamais utilisé. Victor monta lentement les escaliers, sentant chaque marche exiger un effort énorme. L'épuisement physique le rattrapait enfin après une journée entière, passée à fonctionner à l'adrénaline pure. Il passa devant la chambre de Daniel et s'arrêta devant la porte. La lumière du couloir éclairait partiellement l'espace qui avait été préservé, exactement tel qu'il était avant l'accident. Le lit avec des draps à pois roses, le bureau rempli de crayons de couleur et de carnets de dessin, les peluches organisées sur l'étagère, tout attendait une petite fille qui avait cessé d'exister de la manière dont elle était auparavant. Demain, il faudrait commencer à préparer cette chambre pour accueillir Daniel, mais une Daniel différente, qui aurait besoin de soins et de soutien
pour réapprendre des choses que son corps avait oubliées pendant des mois d'inactivité forcée. Il continua jusqu'à sa propre chambre et se jeta sur le lit sans enlever ses vêtements. Son corps s'enfonça dans le matelas moelleux et ses yeux se fermèrent automatiquement, lourds de fatigue. Victor pensa qu'il ne parviendrait pas à dormir avec la tête qui tournait ainsi. Mais l'épuisement fut plus fort, et il s'éteignit presque instantanément. Les rêves furent confus et perturbants. Des images de Daniel prisonnière de son fauteuil se mêlaient au visage de Thérèse riant, à David pointant un doigt accusateur, à Hélène pleurant silencieusement, tout cela dans une séquence illogique qui le faisait se réveiller en sursaut plusieurs fois pendant la nuit. Quand l'alarme du téléphone portable sonna à 6 heures du matin, il était déjà éveillé depuis environ 20 minutes. Regardant le plafond blanc, il prit son téléphone et vit des dizaines de nouveaux messages arriver pendant la nuit. La plupart venaient de numéros inconnus, mais certains de collègues de travail et de connaissances qui avaient vu la nouvelle quelque part. Victor prit une douche rapide et s'habilla de vêtements propres, sentant son corps endolori, comme s'il avait reçu une raclée. Il descendit à la cuisine et prépara un café fort qu'il but debout, appuyé sur l'évier, regardant par la fenêtre la cour vide. Il devait retourner à l'hôpital le plus vite possible. Mais avant cela, il avait quelques appels qui ne pouvaient pas attendre. Il prit son téléphone portable et appela son bureau. La secrétaire répondit au 3e signal avec sa voix professionnelle habituelle. « Bonjour, monsieur Victor. Comment allez-vous » demanda-t-elle. Et Victor perçut au ton qu'elle savait déjà quelque chose. « Bonjour, Sylvie. J'ai besoin d'annuler tous mes engagements de la semaine prochaine, peut être des 2 prochaines semaines. Une urgence familiale est survenue et nécessite toute mon attention, dit-il, en essayant de garder une voix ferme. Sylvie hésita de l'autre côté de la ligne. « Oui, monsieur. J'ai vu la nouvelle dans le journal ce matin et j'ai imaginé que vous auriez besoin de temps. Je vais tout réorganiser et prévenir les clients. Donc, c'était déjà dans les journaux. » Victor soupira, sachant que l'histoire serait bientôt partout et qu'il devrait gérer l'exposition publique, en plus de tout le reste. « Merci, Sylvie. Toute chose urgente, vous m'appelez sur mon portable, mais seulement si c'est vraiment urgent, dit-il et raccrocha avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Il prit les clés de sa voiture et sortit de la maison en fermant la porte avec précaution. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut plus rapide à 7 heures du matin, avec moins de circulation dans les rues. Quand il arriva au parking, il vit quelques voitures de presse, avec d'énormes antennes sur le toit garé près de l'entrée principale. Victor fit un détour et entra par l'entrée latérale qui donnait directement accès à la salle des urgences, évitant les journalistes qui l'attendaient probablement à la réception. Il monta directement à la chambre 412 et frappa légèrement à la porte avant d'entrer. Daniel et Hélène étaient réveillés et une infirmière vérifiait leurs signes vitaux et changeait les poches de sérum. « Bonjour », dit Victor en entrant dans la chambre. L'infirmière sourit et termina ce qu'elle faisait avant de sortir, les laissant seuls. Victor s'approcha du lit de Daniel et lui tint la main. Les yeux de la petite étaient plus clairs et plus alertes que la nuit précédente. L'effet résiduel du sédatif diminuait progressivement. « Comment as-tu dormi, ma fille » demanda-t-il en caressant ses cheveux. Daniel cligna lentement des yeux et tenta de parler. La voix sortit un peu plus forte qu'avant. Mieux, cette simple réponse remplit le cœur de Victor d'espoir. Chaque petite amélioration était une immense victoire après tout ce qui s'était passé. Il passa les heures suivantes dans la chambre, conversant doucement avec Daniel et Hélène, racontant des histoires drôles de quand Daniel était petite avant l'accident, essayant de les faire sourire et de se sentir en sécurité dans cet environnement étrange. Vers midi, la docteure Dubois entra dans la chambre, son dossier sous le bras et une expression satisfaite sur le visage. « Bonjour à toutes, je suis venue vous apporter de bonnes nouvelles », dit-elle en regardant les petites. « Les examens du matin ont montré que les niveaux de sédatifs dans votre sang ont significativement diminué et que vos signes vitaux sont tous normaux. Vous répondez très bien au traitement. » Victor laissa échapper un profond soupir de soulagement. « Cela signifie qu'elles pourront sortir bientôt ?» La médecin ajusta ses lunettes. « Nous allons encore les garder en observation pendant 48 heures pour être sûr qu'il n'y a pas de complications. Après cela, si tout reste stable, elles pourront rentrer à la maison avec un suivi ambulatoire. » Daniel regarda son père, les yeux brillants. L'idée de quitter cet hôpital et de rentrer chez elle l'animait clairement plus que toute autre chose. Victor serra sa main avec tendresse. « Bientôt, nous serons à la maison, ma fille. Tu vas voir. » La docteure Dubois continua d'expliquer les prochaines étapes du traitement, la nécessité d'une physiothérapie pour récupérer la force musculaire perdue pendant les mois d'inactivité, les séances de thérapie psychologique pour traiter le traumatisme que les deux avaient vécu, l'importance d'une routine structurée et d'un environnement sûr pour une récupération complète. Victor absorbait toutes les informations, prenant mentalement des notes de tout ce qu'il devait prévoir avant de ramener Daniel à la maison.
Quand la médecin quitta la chambre les laissant à nouveau seuls, Hélène appela Victor pour la première fois depuis que tout avait commencé. « Monsieur Victor », dit-elle d'une voix hésitante. Il se tourna pour la regarder. « Vous pouvez m'appeler juste Victor. »« Qu'est-ce qui se passe, Hélène ?» La petite mordit sa lèvre inférieure avant de continuer. « Qu'est-ce qui va m'arriver quand nous sortirons d'ici ?» Cette question fit Victor s'arrêter car il n'y avait pas encore bien réfléchi. Hélène n'avait personne d'autre que Thérèse, et ne pouvait évidemment pas retourner sous la garde de sa mère après ce qui s'était passé. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça maintenant. Nous allons trouver un endroit sûr et agréable pour toi où personne ne te fera de mal, » répondit-il. Mais il savait que cette réponse était trop vague. Hélène acquiesça lentement, mais l'inquiétude restait imprimée sur son visage. Daniel tendit la main vers l'autre lit et Hélène tint cette main, créant une connexion silencieuse entre les deux. Victor observa ce geste et quelque chose s'éclaircit dans sa tête. Les deux petites avaient traversé cela ensemble et avaient développé un lien qui allait au-delà du traumatisme partagé. Les séparer maintenant serait ajouter une perte de plus à tout ce qu'elles avaient déjà subi. Il pensa à la grande maison vide, aux chambres que personne n'utilisait, à la proposition qu'il avait faite à Irène et David la nuit précédente. Être y avait-il de la place pour plus que ce qu'il avait imaginé initialement. « Hélène », dit-il en attirant l'attention de la petite, « comment te sentirais-tu de vivre dans la même maison que Daniel pendant un certain temps ?» Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent et elle regarda rapidement Daniel avant de revenir à Victor. « Vraiment ?» Victor acquiesça. « Vraiment, vous avez traversé beaucoup de choses ensemble et je pense que ce serait bon pour vous deux de rester proches l'une de l'autre pendant la convalescence. Qu'en penses-tu » Hélène commença à pleurer doucement, les larmes coulant sur son visage, sans qu'elle fasse aucun effort pour les essuyer. Son corps trembla légèrement sous le drap fin de l'hôpital, et elle tint la main de Daniel avec tant de force que ses doigts blanchirent. « J'aimerais beaucoup ça », dit-elle d'une voix étranglée par l'émotion. « J'ai très peur d'aller dans un endroit où je ne connais personne. » Daniel lui serra la main en retour et tourna son visage vers Victor, avec une expression qui montrait clairement son approbation et son soulagement de ne pas avoir à se séparer de la seule personne qui comprenait vraiment ce qu'elle avait traversé. Victor sentit sa poitrine se serrer d'une bonne manière pour la première fois depuis longtemps. Cette décision semblait juste d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer complètement, mais qui avait du sens au fond de son âme. « Alors c'est décidé », dit-il, en essayant de garder sa voix ferme, malgré l'émotion. « Quand vous sortirez d'ici, vous vivrez toutes les deux avec moi, et nous nous occuperons de cette convalescence ensemble. » Hélène lâcha la main de Daniel un instant et essuya son visage avec la manche de son pyjama hospitalier, qui était trop grand pour son corps mince. Ensuite, elle regarda directement Victor avec une vulnérabilité brute dans les yeux. « Monsieur ne changera pas d'avis après, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix encore tremblante, révélant à quel point elle craignait de s'attacher et d'être ensuite déçue. Victor se leva de la chaise où il était assis et marcha jusqu'à son lit. Il s'agenouilla, se mettant à la hauteur des yeux de la petite, et posa sa main sur son épaule avec douceur. « Je ne changerai pas d'avis, Hélène. Je te promets que nous allons faire en sorte que cela fonctionne, et tu auras un endroit sûr où rester aussi longtemps que tu en auras besoin, » dit-il, la regardant directement dans les yeux pour que la petite puisse voir la sincérité absolue. Elles restèrent silencieuses pendant quelques minutes, absorbant simplement cette nouvelle réalité qui se formait. Victor retourna s'asseoir sur la chaise entre les deux lits et resta à observer les petites qui, peu à peu, se détendaient et laissaient apparaître un espoir prudent qui avait été caché si longtemps. Le reste de la matinée passa lentement, avec des infirmières entrant et sortant pour faire des vérifications de routine, apporter des médicaments et changer les poches de sérum, qui goûtaient à un rythme constant et hypnotique. Vers midi, une travailleuse sociale de l'hôpital frappa à la porte et entra avec un dossier sous le bras et un sourire professionnel sur le visage. Elle se présenta comme la docteure Sophie et expliqua qu'elle devait parler à Victor de la situation d'Hélène. Ils quittèrent la chambre et se rendirent dans une petite salle de réunion au bout du couloir. La travailleuse sociale ferma la porte et indiqua à Victor de s'asseoir sur l'une des chaises autour d'une table en formica gris. « Monsieur Victor, je comprends que vous avez manifesté un intérêt à héberger temporairement la mineure Hélène », commença-t-elle en ouvrant son dossier et en consultant quelques documents. Victor acquiesça. « Oui, je crois que ce serait mieux pour la convalescence des deux petites si elles pouvaient rester ensemble compte tenu de tout ce qu'elles ont traversé. » La docteure Sophie prit quelques notes. « Je suis d'accord que garder les petites ensemble serait bénéfique du point de vue psychologique. Cependant, il y a des procédures légales à suivre. Avant que nous puissions autoriser une garde temporaire, vous devrez passer par une évaluation domiciliaire, une vérification des antécédents et l'approbation du tribunal des mineurs. » Victor ressentit une pointe de frustration car il n'avait pas réfléchi à toute la bureaucratie impliquée, mais il savait que ces procédures existaient pour protéger les enfants
et il ne pouvait pas s'en plaindre. « Combien de temps prend tout ce processus ?» demanda-t-il, essayant de calculer mentalement s'il réussirait à tout régler avant la sortie de l'hôpital des Petites. La travailleuse sociale consulta le calendrier dans son dossier. Normalement, cela prend entre 2 et 3 semaines, mais compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, je peux essayer d'accélérer en le plaçant comme une priorité urgente. Pourrons-nous le résoudre en 1 semaine? Si tous les documents sont en ordre et que l'évaluation domiciliaire est positive, Victor accepta immédiatement. Faites ce qui est nécessaire. Je fournirai tous les documents dont vous avez besoin et la maison sera disponible pour l'inspection quand vous le souhaitez. Ils passèrent les 20 minutes suivantes à remplir des formulaires et à discuter des prochaines étapes du processus. Quand ils eurent enfin terminé, Victor retourna dans la chambre des Petites, sentant le poids d'une responsabilité supplémentaire sur ses épaules déjà chargées, mais en même temps avec une étrange sensation de but. Daniel et Hélène regardaient des dessins animés sur une petite télévision fixée au mur. Elles le regardèrent quand il entra, et Victor perçut l'anxiété sur leur visage, attendant des nouvelles. « Tout est en bonne voie », dit-il en se rassiant sur la chaise. « Il faudra quelques jours pour régler la paperasse, mais la travailleuse sociale va accélérer le processus. » Hélène laissa échapper un soupir de soulagement et reporta son attention sur la télévision, mais Victor remarqua qu'elle vérifiait son visage de temps en temps, comme si elle avait besoin d'une confirmation constante que cela était réel. Son téléphone vibra dans sa poche, et quand il regarda, il vit un message d'un numéro inconnu. En l'ouvrant, apparut une photo de David tenant la carte de visite qu'il lui avait donnée la nuit précédente, suivie d'un court message. « Monsieur Victor, ma grand-mère veut vous parler de la proposition. Quand pouvez-vous venir ici ?» Victor ressentit un enthousiasme inattendu en lisant ce message. Il tapa une réponse rapide. « Je peux y aller maintenant si vous êtes disponible. » La réponse vint presque immédiatement. « Nous sommes ici. » Victor se leva et expliqua aux Petites qu'il devait partir quelques heures, mais qu'il reviendrait avant le dîner. Il promit d'apporter quelque chose de bon à manger pour elle, car la nourriture de l'hôpital était notoirement mauvaise. Daniel fit une grimace quand il mentionna la nourriture de l'hôpital, et cette expression si normale et enfantine remplit son cœur d'une joie disproportionnée. C'étaient ces petits moments de normalité qui montraient qu'elle revenait. Victor prit congé des deux et quitta l'hôpital par l'entrée latérale à nouveau, évitant les journalistes qui attendaient probablement devant. Le trajet jusqu'au parc fut rapide, et quand il gara sa voiture près du pont, il put déjà voir David l'attendre en haut de la pente. Le garçon salua quand il vit Victor sortir du véhicule. Ils descendirent ensemble la pente herbeuse jusqu'à l'abri improvisé, où Irène était assise sur une boîte, organisant quelques vêtements dans un sac en plastique. Elle se leva quand elle les vit arriver et s'essuya les mains sur sa jupe usée. « Bonsoir, Madame Irène », salua Victor, s'arrêtant à une distance respectueuse. Elle acquiesça. « Bonsoir, monsieur. Merci d'être venu si vite. Nous avons passé toute la nuit à discuter de la proposition que vous avez faite hier. » Victor attendit en silence, sentant son cœur s'accélérer légèrement avec l'attente de la réponse. David était à côté de sa grand-mère, les mains dans les poches de son pantalon déchiré et une expression pleine d'espoir sur le visage. Irène respira profondément avant de continuer. « Nous avons beaucoup parlé de fierté et de dignité, d'accepter de l'aide et de ce qui est le mieux pour David. J'ai passé toute ma vie à lui enseigner que nous ne dépendons de personne et que nous nous débrouillons avec ce que nous avons. » Elle fit une pause, regardant son petit-fils avec une immense tendresse. « Mais je lui ai aussi appris que lorsque quelqu'un tend la main pour de vrai, on ne lui crache pas au visage. Et David m'a fait comprendre que refuser votre proposition n'est pas une question de fierté. C'est une obstination stupide, qui ne fera que nous faire continuer à souffrir inutilement. » Victor sentit un sourire commencer à se former sur son visage, mais attendit qu'elle ait fini avant de réagir. Irène continua. « Donc, si la proposition tient toujours, nous acceptons, oui, mais à condition que ce soit un vrai travail et non une charité déguisée. Nous gagnerons notre pain et un endroit pour dormir, en aidant avec tout ce dont monsieur aura besoin dans la maison et avec les soins de sa fille. » Victor ne put contenir le sourire qui s'étira complètement sur son visage. « La proposition ne tient pas seulement, mais je viens de l'augmenter. » Irène et David échangèrent un regard confus et Victor expliqua « En plus de Daniel, il y aura une autre petite fille qui vivra là aussi, Hélène, qui était dans le fauteuil avec elle. Donc, il y aura 2 petites filles qui auront besoin de soins et d'attention pendant leur convalescence. » David sourit ouvertement pour la première fois depuis que Victor le connaissait, et ce sourire transforma complètement le visage du garçon, effaçant des années de fatigue et de soucis. « Nous y arriverons, grand-mère », dit-il en regardant Irène avec enthousiasme. La femme secoua la tête, mais elle souriait aussi. « Nous y arriverons ? Oui, nous trouvons toujours un moyen de faire ce qui doit être fait. » Victor tendit la main pour sceller l'accord. Irène la serra fermement.
malgré ses doigts osseux et la peau rugueuse de celle qui a travaillé dur toute sa vie. « Quand pouvez-vous emménager » demanda Victor. Irène regarda autour de l'abri précaire comme si elle faisait un inventaire mental de ce qu'il devait emporter, ce qui n'était pas grand-chose. « Nous pouvons partir aujourd'hui même si monsieur le souhaite. Nous n'avons rien ici qui ne tienne pas dans 2 sacs, dit-elle avec un mélange de honte et de soulagement dans la voix. Victor secoua la tête. « Vous pouvez apporter tout ce que vous avez. Cet après-midi, je dois retourner à l'hôpital. Mais demain matin, je viendrai vous chercher et nous irons directement à la maison. Ainsi, vous aurez la nuit pour dire au revoir à cet endroit et organiser vos affaires. » David regarda autour de lui et Victor perçut que malgré tout, cet endroit avait été leur foyer pendant 2 ans. Il devait y avoir une étrangeté à le quitter, même si c'était un mauvais endroit. « Nous serons prêts demain matin, » dit David avec détermination. Victor passa quelques minutes supplémentaires à discuter de détails pratiques. Il expliqua où se trouvait la maison et quelle était sa structure. Il mentionna qu'il y aurait une chambre disponible pour les 2, avec un vrai lit et une salle de bain privée. Il parla de la routine qu'ils auraient et de la manière dont la partie du travail rémunéré fonctionnerait. Irène absorbait toutes les informations, posant des questions pertinentes sur les horaires et les responsabilités. Il était clair qu'elle prenait au sérieux la partie du travail et ne voulait pas que cela devienne une faveur déguisée. Quand ils prirent finalement congé, Victor remonta la pente vers la voiture, sentant une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Les choses s'organisaient d'une manière qui semblait avoir du sens même au milieu du chaos. Il retourna à l'hôpital et passa le reste de l'après-midi dans la chambre avec Daniel et Hélène. Il leur raconta l'histoire d'Irène et de David et comment ils allaient tous vivre ensemble quand elle sortirait de l'hôpital. Daniel fut visiblement enthousiasmé par l'idée d'avoir plus de monde à la maison. La solitude des dernières années avait pesé autant que le traumatisme de l'accident et la perspective d'une maison pleine de vie lui plaisait clairement. Hélène était plus prudente, mais elle montrait aussi de la curiosité pour le garçon qui les avait aidés à les sauver. Elle posa plusieurs questions sur David et sa grand-mère. Victor répondit à tout avec patience et essaya de dresser un tableau réaliste sans cacher les difficultés qu'ils avaient rencontrées, mais en soulignant aussi le courage et la gentillesse qu'il avait vus en eux. Le soir, lorsque les petites commencèrent à devenir somnolentes à cause des médicaments, il leur dit au revoir et promit de revenir le lendemain matin. En chemin vers la voiture, il s'arrêta à la cafétéria de l'hôpital et acheta des sandwichs et du jus à emporter, car il n'avait rien mangé de la journée. Quand il arriva à la maison, la nuit était déjà tombée complètement. Il entra par la porte de la cuisine et alluma toutes les lumières, marchant dans les pièces et évaluant l'espace avec des yeux nouveaux. La maison, qui avait semblé trop grande pour une personne seule, paraissait maintenant presque petite, considérant qu'elle abriterait bientôt 5 personnes. Il monta les escaliers et commença à ouvrir les chambres d'amis qui étaient fermées depuis des années. La première chambre était celle qui se trouvait à côté de la chambre de Daniel. Elle avait un lit double avec une courte pointe bleu clair et une armoire en bois foncé. Celle-là serait parfaite pour Irène et David. La deuxième chambre d'amis était plus petite, mais confortable avec du papier peint fleuri et un lit simple. Ce serait idéal pour Hélène, pour qu'elle reste près de Daniel et que les 2 puissent se soutenir mutuellement pendant la nuit si elles en avaient besoin. Victor passa les heures suivantes à nettoyer et à aérer les chambres. Il changea les draps qui étaient rangés depuis si longtemps. Il ouvrit les fenêtres pour laisser l'air circuler. Il vérifia si les lampes fonctionnaient et s'il y avait suffisamment de serviettes dans les armoires. Il travailla à un rythme constant, laissant son esprit se concentrer sur ses tâches simples et concrètes. Au lieu de ruminer tout ce qui s'était passé, il trouva quelque chose de thérapeutique à préparer ses espaces pour accueillir les personnes qui feraient bientôt partie de sa vie. Quand il eut enfin terminé, il était déjà plus de minuit et son corps lui faisait mal de fatigue. Victor prit un bain chaud et se jeta sur le lit, s'endormant presque instantanément. Le lendemain matin, il se réveilla avant l'alarme, avec l'anxiété positive de celui qui a des tâches importantes à accomplir. Il prit rapidement son café et sortit de la maison, conduisant directement au parc. Quand il arriva près du pont, il vit Irène et David l'attendre déjà en haut de la pente, avec 2 sacs en tissu usés à côté d'eux. Apparemment, ils avaient pris au sérieux lorsqu'ils avaient dit qu'ils seraient prêts tôt. Victor se gara et sortit de la voiture en ouvrant le coffre. « Bonjour, j'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps. » Irène secoua la tête. « Nous nous sommes réveillés tôt car nous n'avons pas réussi à bien dormir, tellement l'anxiété était grande. » David prit les 2 sacs et les plaça dans le coffre avec précaution. Ils étaient légers et Victor perçut que c'était vraiment tout ce qu'ils avaient au monde entier. Ils entrèrent dans la voiture et Victor commença à conduire vers la maison tandis qu'Irène regardait par la fenêtre, observant la ville défiler avec une expression qui mêlait nostalgie et attente. « Cela fait 2 ans que nous n'avons pas pris la voiture, commenta-t-elle doucement. David était sur le siège arrière,
le visage collé à la fenêtre, absorbant chaque détail des rues et des maisons qui passaient. Pour un enfant qui avait passé tant de temps sous un pont, cela devait sembler un monde complètement différent. Quand Victor se gara devant la maison et coupa le moteur, Irène resta à regarder la construction à 2 étages, avec un jardin devant et un garage couvert. « C'est la maison ?» demanda-t-elle avec incrédulité dans la voix. Victor acquiesça. « C'est la maison. Entrons, je vais vous montrer tout. » Ils sortirent de la voiture et Victor ouvrit la porte d'entrée, les invitant tous les deux à entrer. Irène et David restèrent immobiles dans le hall, regardant autour d'eux, les yeux écarquillés, absorbant tout. La maison était propre et illuminée par la lumière naturelle qui entrait par les grandes fenêtres. Le parquet brillait et il y avait une odeur de propreté dans l'air que Victor avait garantie la nuit précédente. « Venez, je vais vous montrer les chambres », dit-il en montant les escaliers avec Irène et David, le suivant juste derrière. Il ouvrit la porte de la première chambre d'amis et s'écarta pour les laisser voir. « Celle-ci est pour vous. Elle a une salle de bain privée là, bas et de l'espace dans l'armoire pour ranger vos affaires. » Irène entra lentement, comme si elle avait peur de casser quelque chose en touchant simplement. Elle passa la main sur la courte pointe du lit et ses yeux se remplirent de larmes qu'elle tenta de dissimuler en tournant le visage. David entra dans la chambre derrière elle et alla directement à la fenêtre qui donnait sur le jardin arrière. « Grand-mère, regarde, il y a des arbres et de la vraie herbe, » dit-il avec une émotion enfantine. Victor les laissa explorer l'espace pendant quelques minutes avant de montrer le reste de la maison. Ils redescendirent et il leur montra la cuisine équipée, le salon avec un canapé confortable et une télévision, la buanderie avec une machine à laver, le jardin arrière avec de l'espace pour que les petites puissent jouer quand elles seraient mieux. Irène prêtait attention à chaque détail, et Victor percevait qu'elle cataloguait mentalement tout ce qui devait être fait pour maintenir cette maison en bon état de fonctionnement. Quand ils eurent terminé la visite, ils retournèrent dans la cuisine, et Victor prépara du café pour les 3 pendant qu'ils discutaient de la routine qu'ils établiraient. « Les petites sortiront dans 2 jours, si tout continue bien, » expliqua Victor en plaçant 3 tasses sur la table. « Elles auront besoin de soins constants les premières semaines, d'aide pour se déplacer, de physiothérapie à domicile, de compagnie pour ne pas rester seules et effrayées. » Irène prit une gorgée de café et acquiesça. « Nous pouvons nous en occuper. J'ai élevé David seul depuis qu'il est bébé. Donc je sais m'occuper des enfants et David est aussi bon avec les gens. » Le garçon sourit timidement. « Je veux aider. Les petites ont traversé beaucoup de choses et méritent d'avoir des gens bien qui s'occupent d'elles. » Victor ressentit une profonde gratitude envers ces 2 personnes qui le connaissaient à peine, mais étaient déjà prêtes à s'engager pleinement. « Je dois aller à l'hôpital maintenant pour voir comment elles vont. Voulez-vous venir les rencontrer ensemble ?» Irène et David échangèrent un regard rapide avant d'accepter simultanément. Il y avait un mélange de nervosité et de curiosité sur les visages des 2. En se levant de la table, Victor perçut que David lissait sa vieille chemise, essayant de paraître plus présentable, et ce simple geste révélait à quel point le garçon se souciait de la première impression qu'il allait faire sur les petites. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut plus silencieux que celui du retour à la maison. Irène regardait par la fenêtre, mais Victor remarquait dans le reflet du verre qu'elle mordait sa lèvre inférieure d'un tic nerveux. Elle était probablement inquiète de savoir si les petites les accepteraient ou s'il y aurait un quelconque rejet qui compliquerait tout. David, sur le siège arrière, tapotait ses doigts sur sa jambe à un rythme anxieux qu'il ne percevait probablement même pas. Quand ils arrivèrent au parking de l'hôpital, Victor les guida par l'entrée latérale qu'il connaissait déjà bien après tant de jours, évitant les journalistes de l'entrée principale. Ils montèrent par l'ascenseur jusqu'au 4e étage, et marchèrent dans le couloir jusqu'à la porte 412. Victor frappa légèrement avant d'ouvrir et entra le premier pour préparer les petites à la visite inattendue. Daniel et Hélène étaient assises dans leur lit, le dos appuyé sur des oreillers supplémentaires que les infirmières avaient apportés. Elles regardèrent la porte avec une attente qui se transforma en confusion lorsqu'elles virent Victor faire un geste pour que d'autres personnes entrent. Irène entra la première, suivie de David, qui resta debout juste après la porte, comme s'il ne savait pas exactement où se mettre. La petite chambre parut soudain plus petite avec 5 personnes à l'intérieur. Daniel reconnut David immédiatement et ses yeux s'illuminèrent d'une façon que Victor n'avait pas vue depuis des années. Elle tenta de s'asseoir plus droite dans son lit et leva la main dans un salut timide en direction du garçon. David sourit en retour et fit quelques pas prudents vers son lit. « Bonjour Daniel, tu te souviens de moi ?» La petite acquiesça avec vigueur et sa bouche bougea, essayant de former des mots qui sortaient encore avec difficulté à cause des mois de non-utilisation. « Tu nous as aidés. » Sa voix était rauque et basse, mais parfaitement audible dans le silence de la chambre. Chaque mot exigeait un effort visible, mais elle était déterminée à communiquer. David s'approcha, restant à côté de son lit. « J'ai juste fait ce qui était juste. Comment te sens-tu »
Daniel réfléchit un instant avant de répondre. Mieux maintenant. Hélène observait l'interaction de loin avec une prudence plus grande que celle que Daniel avait montrée. Ses yeux passaient entre David et la femme âgée, qui était toujours près de la porte. Irène perçut son regard et fit un pas en avant avec un sourire doux sur son visage ridé. « Bonjour ma chérie, je m'appelle Irène. » Hélène regarda rapidement Victor comme si elle vérifiait si c'était vrai, et il acquiesça encourageamment. Alors elle regarda de nouveau Irène et dit doucement « Enchantée de vous rencontrer ». La formalité de cette réponse montrait à quel point Hélène était encore incertaine quant à la confiance à accorder à de nouvelles personnes. Après tout ce qu'elle avait vécu avec Thérèse, elle avait appris de la pire des manières que les gens n'étaient pas toujours ce qu'ils semblaient être. Victor apporta 2 chaises et les offrit à Irène et David pour qu'ils s'asseyent. Peu à peu, la tension initiale dans la pièce commença à diminuer tandis qu'ils conversaient de choses simples et sûres. David raconta aux petites l'histoire de la maison et des chambres qui avaient été préparées pour elle. Il décrivit la cour avec des arbres et l'espace où elle pourrait jouer quand elle serait suffisamment rétablie. Il parlait avec un enthousiasme sincère qui était contagieux. Daniel écoutait tout avec attention et posait de courtes questions quand elle parvenait à trouver les mots justes. Chaque tentative de communication était une petite victoire qui montrait à quel point elle progressait. Hélène restait plus réservée, mais Victor remarqua qu'elle se détendait progressivement. Les épaules qui étaient tendues au début reposaient maintenant plus naturellement contre les oreillers. Irène démontra un instinct maternel naturel, en commençant à arranger les couvertures des petites qui s'étaient tordues. Elle lissait les plis avec des mains cailleuses, mais étonnamment délicates, et elle demandait si elles étaient à l'aise ou si elles avaient besoin de quelque chose. Il y avait une sincérité dans ses actions qui ne pouvait être feinte. Des décennies à prendre soin de David avaient développé en elle une capacité à percevoir les besoins avant même qu'ils ne soient verbalisés. Quand une infirmière entra pour faire la vérification de routine et changer les médicaments, elle observa la scène avec curiosité, mais ne posa pas de questions. Elle exécuta simplement ses tâches avec une efficacité professionnelle avant de sortir, les laissant à nouveau seuls. Le temps passa étrangement vite dans cette chambre d'hôpital. Les conversations coulaient et s'interrompaient à un rythme naturel, sans la pression de combler chaque seconde de silence. David montra à Daniel quelques tours de magie simples qu'il avait appris dans la rue pour divertir les gens et obtenir quelques pièces. Rien d'élaboré, mais suffisant pour lui arracher de véritables sourires. Hélène assistait avec un intérêt croissant, et à un moment donné, elle rit même doucement, quand David laissa volontairement tomber une carte au sol, faisant semblant que c'était une erreur, alors que cela faisait clairement partie du tour. Ce son de rire enfantin remplit la pièce d'une légèreté qui n'y existait pas auparavant. Le son de la guérison commençant à opérer, même s'il y avait encore un long chemin à parcourir. Victor observait tout cela depuis un coin de la pièce, sentant quelque chose se réorganiser dans sa poitrine. Pendant si longtemps, la vie avait ressemblé à une séquence de pertes et de renoncements. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, il voyait la possibilité réelle de reconstruction. Ce n'était pas un retour à ce qui existait avant, car c'était impossible, mais c'était la construction de quelque chose de nouveau qui pourrait être bon d'une manière différente. Irène le regarda à un moment donné, et les deux échangèrent un regard d'entente mutuelle. Elle percevait aussi la magie silencieuse qui se produisait dans ce petit espace, où 5 personnes qui avaient souffert de manière différente commençaient à former des liens qui pourraient tout les transformer. Vers midi, Victor suggéra d'aller à la cafétéria de l'hôpital pour manger quelque chose et laisser les petites se reposer. Les médicaments qu'elles avaient reçus plus tôt commençaient à faire effet et les yeux de Daniel et Hélène semblaient déjà lourds. Ils prirent congé avec la promesse de revenir plus tard et quittèrent la chambre en direction de l'ascenseur. La cafétéria était au 2e étage et c'était un espace lumineux avec des tables en formica et des chaises en plastique. Victor commanda des sandwichs et du jus pour les 3 et ils s'assirent près de la fenêtre qui donnait sur le parking en bas. Irène mangea lentement, savourant chaque morceau comme si c'était un repas spécial. Et Victor perçut qu'il y avait probablement longtemps qu'elle n'avait pas mangé un repas complet. David termina son sandwich rapidement et resta à regarder par la fenêtre, observant les gens aller et venir sur le parking. Il y avait une expression pensive sur son visage qui indiquait que beaucoup de choses se passaient dans sa tête. Victor attendit quelques minutes avant de demander à quoi il pensait. Le garçon se tourna pour le regarder et mit un peu de temps à répondre, comme s'il organisait ses pensées. Je pensais à la rapidité avec laquelle tout a changé. Il y a 3 jours, nous étions sous le pont, croyant que ce serait comme ça pour toujours. Et maintenant, j'ai une vraie maison et des gens qui ont besoin de nous. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui montrait à quel point ce changement soudain était effrayant malgré qu'il soit bon. Des années d'instabilité avaient appris à la personne à ne pas faire confiance lorsque les choses semblaient s'améliorer, car la déception faisait moins mal si l'on ne s'attachait pas trop. Irène posa sa main sur celle de son petit-fils sur la table
et serra doucement. Elle ne dit rien, mais le geste portait toute la sécurité que les mots ne parviendraient pas à transmettre. Victor s'éclaircit la gorge, sentant qu'il devait dire quelque chose qui était resté bloqué depuis un moment. « Je veux que vous sachiez que ce n'est pas temporaire. Je n'offre pas un endroit où rester en attendant de trouver mieux. J'offre un véritable foyer pour le temps que vous voudrez rester. » Irène le regarda, les yeux brillants d'humidité, et Victor vit qu'elle luttait pour garder sa contenance. Des décennies de dureté et de survie avaient construit des murs autour de son cœur, mais ces mots brisaient certains de ces murs. David esquissa un large sourire qui transforma complètement son visage, effaçant toute la gravité prématurée qu'un enfant de 14 ans ne devrait pas porter. Ils finirent de manger et retournèrent dans la chambre des petites, qui étaient déjà réveillées. Le reste de l'après-midi se déroula dans une routine confortable de conversation, entrecoupée de moments de silence où chacun était perdu dans ses propres pensées. Une travailleuse sociale différente de la docteure Sophie apparut vers 6 heures pour poser quelques questions sur la situation de logement et de soins que les petites auraient après leur sortie. Victor expliqua tout l'arrangement qui avait été établi et présenta Irène comme la personne qui serait la principale aidante pendant la journée. La travailleuse sociale prit des notes et sembla satisfaite du plan. Elle mentionna que l'évaluation domiciliaire était prévue pour le lendemain et que si tout était adéquat, la garde temporaire d'Hélène serait approuvée rapidement. Quand le ciel commença à s'obscurcir au-delà de la fenêtre, Victor réalisa qu'ils avaient passé presque toute la journée à l'hôpital. Il suggéra de rentrer à la maison pour qu'Irène et David puissent s'installer correctement et se reposer. Les petites furent visiblement déçues par le départ, mais comprirent qu'elles avaient aussi besoin de temps seules. Daniel fit promettre à David qu'il reviendrait le lendemain et il promit sans hésiter. En rentrant à la maison en voiture, Irène commenta à quel point les petites semblaient fragiles, mais en même temps fortes, d'une manière que seuls ceux qui ont traversé de réelles souffrances peuvent développer. Il y avait une sagesse dans ses yeux enfantins qui ne devrait pas être là, mais elle y était et faisait partie de ce qu'elles étaient maintenant. Quand ils arrivèrent à la maison, Victor montra à Irène où se trouvait tout ce dont elle aurait besoin pour préparer le dîner. Il avait fait des courses la veille, et le réfrigérateur était rempli d'ingrédients de base. Irène insista pour cuisiner quelque chose, afin de remercier de l'hospitalité. Et Victor n'eut pas le cœur de refuser, voyant à quel point cela signifiait pour elle. Il s'assit à la table de la cuisine, l'observant travailler avec une efficacité qui venait d'années de pratique. David monta dans sa chambre pour organiser les quelques affaires qu'ils avaient apportées dans leur sac et explorer l'espace qui était maintenant le sien. Victor pouvait entendre ses pas à l'étage, et ce son de la maison habitée était réconfortant d'une manière inattendue. Le dîner fut simple, mais délicieux. Du riz avec des haricots et un poulet en sauce qu'Irène prépara avec les condiments qu'elle trouva dans le placard. Ils mangèrent à la grande table de la cuisine, qui pour la première fois depuis des années avait plus d'une personne assise. La conversation coula naturellement entre les bouchées et ils parlèrent des projets pour les jours à venir, de la routine quand les petites arriveraient, des ajustements qu'ils devraient faire pour s'adapter aux besoins spécifiques pendant la période de convalescence. Il y avait un sentiment croissant que cela pouvait vraiment fonctionner. Ce ne serait pas facile et il y aurait des défis, c'est certain, mais l'intention sincère de toutes les personnes impliquées créait une base solide sur laquelle bâtir. Après le dîner, David aida à faire la vaisselle tandis qu'Irène nettoyait la cuisine. Victor observait la synchronisation entre la grand-mère et le petit-fils qu'ils avaient clairement développée au fil des années, travaillant ensemble sur tout. Quand ils eurent terminé, ils s'assirent dans le salon et Victor alluma la télévision sur une chaîne d'information. L'histoire de Thérèse et des petites apparut en bas de l'écran, mais heureusement ce n'était pas la nouvelle principale. Puis ils passèrent rapidement à un autre sujet. Irène commenta qu'il était bon que l'affaire soit prise au sérieux par les autorités, car souvent de telles situations passaient inaperçues et les victimes ne recevaient jamais une justice adéquate. Victor acquiesça silencieusement, sentant la rage familière revenir chaque fois qu'il pensait au temps pendant lequel Daniel avait souffert juste sous son nez. Vers 21 h, la fatigue commença à peser sur eux tous. Les journées avaient été émotionnellement intenses et les corps en payaient le prix. Irène et David montèrent dans leur chambre, se souhaitant bonne nuit en chemin. Victor resta un peu plus longtemps dans le salon, organisant quelques documents qu'il devait revoir pour l'évaluation domiciliaire du lendemain. Il voulait s'assurer que tout serait parfait, afin qu'il n'y ait aucune raison de rejeter l'approbation de la garde d'Hélène. Cette petite fille avait déjà suffisamment souffert et méritait enfin d'avoir de la stabilité et de la sécurité. Quand il monta finalement dans sa propre chambre, il passa devant la porte de la chambre où se trouvaient Irène et David et entendit des voix basses converser. Il ne put comprendre les mots, mais le ton était celui de la gratitude et de l'espoir. Victor entra dans sa chambre et se prépara à dormir, l'esprit encore agité, traitant tout ce qui se passait. Il s'allongea sur le lit,
regardant le plafond dans l'obscurité, et pensa à quel point sa vie avait changé en moins d'une semaine, passant d'un homme solitaire vivant en pilote automatique et croyant avoir tout perdu d'important à quelqu'un qui avait soudainement une maison pleine et des responsabilités réelles qui allaient bien au-delà du simple fait d'exister. Il y avait de la peur mêlée à l'espoir, car il savait qu'il pouvait échouer à nouveau, qu'il pouvait ne pas être assez bon pour prendre soin de toutes ces personnes qui dépendaient maintenant de lui de différentes manières. Mais pour la première fois depuis des années, la peur n'était pas paralysante. C'était le genre de peur qui venait avec un véritable but, et cela faisait toute la différence. Le lendemain matin, Victor se réveilla avec l'odeur du café frais montant d'en bas. Il descendit et trouva Irène déjà dans la cuisine, préparant le petit déjeuner avec une efficacité silencieuse. David était assis à table, vérifiant le vieux téléphone portable que Victor lui avait donné à utiliser la veille. Le garçon leva les yeux quand Victor entra et lui souhaita bonjour avec un sourire. Ils prirent leur café ensemble et parlèrent de la journée à venir. L'évaluation domiciliaire était prévue pour 10 heures du matin. Ils avaient donc quelques heures pour faire une dernière vérification de la maison et s'assurer que tout était adéquat. Irène était visiblement nerveuse à l'idée de la visite de la travailleuse sociale. Elle bougeait constamment les mains et vérifiait chaque pièce plusieurs fois, cherchant tout ce qui pouvait être hors de place. La travailleuse sociale arriva ponctuellement à 10 heures. C'était une femme d'une 50aine d'années aux cheveux courts et aux lunettes à monture rouge qui se présenta comme Sandrine. Elle avait un dossier sous le bras et une expression neutre qui ne révélait rien de ce qu'elle pensait. Victor la salua à la porte et l'invita à entrer. Sandrine passa les 2 heures suivantes à inspecter chaque pièce de la maison, posant des questions sur les routines, les mesures de sécurité, les plans de soins et les ressources financières disponibles. Elle s'entretint séparément avec Irène, lui posant des questions sur son expérience antérieure avec les enfants et sur son dévouement à plein temps aux soins. Elle s'entretint avec Victor sur la stabilité de ses revenus et son engagement à long terme. Elle s'entretint même brièvement avec David sur ce qu'il ressentait face à tous ces changements. Quand l'inspection fut enfin terminée, Sandrine s'assit dans le salon avec Victor et reconsidéra quelques notes dans son dossier avant de parler. Victor sentait son cœur battre plus vite, attendant le verdict. « Monsieur Victor, sur la base de ce que j'ai vu aujourd'hui et des documents qui ont été fournis précédemment, je suis satisfaite des conditions que vous offrez pour héberger temporairement la mineure Hélène, dit-elle finalement. Et Victor sentit le soulagement inonder tout son corps. Sandrine continua. Je recommanderais au tribunal d'approuver la garde temporaire pour une période initiale de 6 mois, avec des réévaluations trimestrielles pour garantir que tout reste adéquat. Vous recevrez une aide de l'État pour couvrir les coûts supplémentaires liés à la garde d'un enfant supplémentaire. Victor la remercia effusivement et accompagna Sandrine jusqu'à la porte. Quand elle sortit, il se retourna et vit Irène et David debout dans le couloir avec des expressions pleines d'espoir. « Ils ont approuvé », dit-il avec un immense sourire, et les trois s'étreignirent là, à l'entrée. C'était une pièce de plus qui s'ajustait dans le puzzle complexe que leur vie était devenue. Un pas de plus vers la création de quelque chose de stable et de bon pour ces enfants qui méritaient bien plus que ce qu'ils avaient reçu jusqu'à présent. Victor regarda l'horloge et vit qu'il était déjà plus de midi. Il devait aller à l'hôpital voir les petites et annoncer la bonne nouvelle à Hélène concernant l'approbation de sa garde. En chemin vers la voiture, Victor sentit une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas un bonheur complet, car il y avait encore beaucoup d'incertitudes et de défis à venir, mais c'était un espoir sincère que les choses pouvaient s'améliorer et qu'il avait fait les bons choix. Quand ils arrivèrent à l'hôpital et entrèrent dans la chambre 412, les petites étaient réveillées et animées. La docteure Dubois était passée plus tôt et avait annoncé qu'elle sortirait le lendemain si les examens du matin continuaient de montrer une amélioration constante. Daniel était visiblement excité par la perspective de quitter cette chambre et de rentrer enfin à la maison. Hélène était plus contenue, mais Victor perçut l'éclat dans ses yeux quand ils entrèrent. Il s'approcha de son lit et lui tint la main avant d'annoncer la nouvelle. « Hélène, la travailleuse sociale a tout approuvé ce matin. Tu vas pouvoir vivre avec nous officiellement. » Les yeux d'Hélène se remplirent de larmes qui commencèrent à couler silencieusement sur ses joues. Elle serra la main de Victor et parvint à murmurer un merci qui portait le poids de toute la peur qu'elle avait supportée à l'idée de se retrouver seule. Le reste de la journée se déroula dans une atmosphère de célébration contenue. Ils conversèrent sur ce que serait la vie à la maison et sur les règles et routines qu'ils devraient suivre. Tout très normal et structuré pour donner aux petites la sensation de sécurité qui venait de savoir à quoi s'attendre. David promit d'enseigner plus de tours de magie à Daniel quand elle serait à la maison et proposa d'aider Hélène avec tout ce dont elle aurait besoin. Il y avait en lui une générosité naturelle qui venait probablement d'avoir vécu des situations difficiles
et d'avoir développé une profonde empathie pour les autres qui souffraient. Irène planifiait déjà mentalement les repas et les routines de soins. Elle posait des questions aux petites sur leurs préférences alimentaires et leurs horaires de sommeil, essayant de dresser un tableau complet des besoins individuels de chacune. Lorsque le ciel commença à s'assombrir au-delà de la fenêtre, peignant le ciel d'orange et de rose, ils dirent au revoir aux petites avec la promesse de revenir le lendemain matin pour les chercher. Demain serait le jour où tout changerait vraiment, et la nouvelle vie commencerait officiellement. Dans la voiture, en rentrant, le silence était confortable, chacun perdu dans ses pensées sur l'avenir qui se construisait. Quand ils arrivèrent et entrèrent par la porte, Victor s'arrêta dans le hall, regardant autour de lui, voyant la maison avec des yeux complètement nouveaux. Demain, cet espace serait rempli de voix et de la présence de 4 personnes qui avaient besoin de lui autant qu'il avait besoin d'elle. Irène prépara un dîner léger, et ils mangèrent en discutant des derniers préparatifs pour recevoir les petites. Ils devaient s'assurer que les chambres étaient parfaites et qu'il y avait tout ce dont elles pourraient avoir besoin les premiers jours. Après le dîner, Victor monta dans la chambre de Daniel et s'arrêta à la porte, regardant l'espace qui serait bientôt à nouveau habité. Il arrangea les peluches sur l'étagère et lissa la courte pointe rose, ressentant un mélange de nostalgie et d'anticipation. Demain, sa fille rentrerait vraiment à la maison, non pas comme une ombre de ce qu'elle avait été, mais comme une personne réelle, se rétablissant et reconstruisant sa propre vie avec du soutien et de l'amour autour d'elle. Quand il alla enfin dormir cette nuit-là, Victor s'allongea sur le lit et pour la première fois depuis des années s'endormit rapidement. Sans l'insomnie, qui avait été une compagne constante, il y avait une paix qui venait de savoir qu'il faisait quelque chose de juste et d'important. Le lendemain matin, il se réveilla avant l'alarme avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Aujourd'hui était le jour et il était prêt pour tout ce qui viendrait avec cette nouvelle phase. Il prit un bain et descendit pour trouver Irène et David, déjà préparés et attendant avec impatience. « Allons chercher nos petites. » Victor acquiesça et les 3 sortirent ensemble par la porte, tandis que le matin clair promettait un jour qui marquerait le véritable début de tout ce qu'ils avaient construit ces derniers jours. Le trajet jusqu'à l'hôpital passa trop vite, compte tenu de l'anxiété que tous ressentaient. Quand ils se garèrent et se dirigèrent vers l'entrée, Victor réalisa que ses mains transpiraient légèrement et il dut les essuyer sur son pantalon plusieurs fois. Irène marchait à côté de lui d'un pas ferme, mais son visage révélait la même attente nerveuse. David marchait quelques pas devant, visiblement trop excité pour maintenir un rythme normal. Ils montèrent par l'ascenseur, qui semblait monter plus lentement que les autres jours. Et quand ils arrivèrent enfin au 4e étage, le couloir s'étendait devant eux, semblant plus long qu'il ne l'était réellement. La porte 412 était entr'ouverte, et Victor frappa légèrement avant de la pousser pour l'ouvrir complètement. Dans la chambre, Daniel et Hélène étaient déjà habillés de vêtements normaux au lieu des pyjamas d'hôpital. Et ce simple changement faisait une énorme différence dans leur apparence. Daniel portait un pantalon de sport gris et un chemisier rose clair que Victor avait apporté de sa garde-robe à la maison. Hélène portait des vêtements que la travailleuse sociale avait fournis car elle n'avait rien d'autre que ce qu'elle portait le jour où tout s'était passé. Les deux étaient assises sur les bords de leurs lits respectifs, balançant leurs jambes qui ne touchaient pas encore complètement le sol. Il y avait une énergie contenue en elles qui montrait à quel point elles étaient impatientes de quitter cet endroit. La docteure Dubois entra juste derrière eux, portant 2 dossiers avec des documents et des prescriptions médicales. Elle salua tout le monde avec un sourire professionnel, mais sincère. « Bonjour, je vois que vous êtes arrivés tôt pour chercher nos patientes », dit-elle en posant les dossiers sur la table auxiliaire. Victor répondit qu'il n'avait pas pu attendre une minute de plus, et la médecin rit doucement, comprenant parfaitement leur anxiété. Elle commença à expliquer les soins qu'ils devraient prodiguer à la maison, les médicaments que les petites devaient encore prendre pendant quelques semaines pour s'assurer que tout le sédatif était complètement éliminé de leur organisme, les signes d'alerte qu'ils devraient observer et quand demander une aide médicale immédiate si quelque chose semblait aller mal. Irène prêta une attention absolue à chaque mot, posant des questions spécifiques sur les doses et les horaires. Elle sortit un petit carnet de son sac et nota tout d'une écriture tremblante, mais lisible. La docteure Dubois remit les dossiers à Victor, expliquant qu'ils contenaient les références pour la physiothérapie et le suivi psychologique que les 2 petites devraient commencer dans les prochaines semaines. Il y avait aussi des rapports médicaux complets qui seraient nécessaires pour toute consultation future. Victor rangea les dossiers sous son bras, sentant le poids réel de la responsabilité que ces documents représentaient. À partir de maintenant, la santé et le bien-être de ses enfants dépendaient directement des décisions qu'il prendrait. Une infirmière entra en poussant un fauteuil roulant et expliqua que c'était le protocole de l'hôpital de conduire les patients sortant jusqu'à la sortie,
même s'il pouvait marcher. Daniel regarda le fauteuil avec une expression mêlant aversion et quelque chose s'approchant de la peur. Victor comprit immédiatement qu'après des mois passés à être forcé de rester dans un fauteuil, la dernière chose qu'elle voulait était de s'asseoir dans un autre, même si c'était pour des raisons complètement différentes. Il s'agenouilla devant elle, se mettant à la hauteur de ses yeux. « Ma fille, ce n'est que jusqu'à la porte de l'hôpital. Après ça, tu n'auras plus besoin de voir de fauteuil si tu ne veux pas, » dit-il avec douceur. Daniel mordit sa lèvre inférieure en réfléchissant, puis acquiesça lentement. Elle se leva avec quelques difficultés, car ses jambes étaient encore faibles après si longtemps sans utilisation adéquate, et s'assit dans le fauteuil, Victor tenant son bras pour lui donner de la stabilité. Hélène ne montra pas la même résistance et s'assit dans le deuxième fauteuil qu'une autre infirmière avait apporté. Peut-être parce que pour elle, l'association avec la souffrance n'était pas aussi forte, puisqu'elle n'avait techniquement jamais eu besoin d'être dans ces fauteuils. Ils commencèrent le trajet par les couloirs de l'hôpital en une petite procession. Victor poussait le fauteuil de Daniel et une infirmière poussait celui d'Hélène, tandis qu'Irène, David et la docteure Dubois marchaient à côté. Quand ils passèrent devant la réception, quelques personnes regardèrent avec curiosité, mais personne ne dit rien. Ils arrivèrent finalement à la porte de l'entrée principale, où la lumière du soleil entrait fort, créant un contraste saisissant avec l'éclairage artificiel de l'intérieur. Victor aida Daniel à se lever du fauteuil et elle resta debout, ses jambes tremblant légèrement sous l'effort. Il lui tint fermement le bras et ensemble, ils firent leur premier pas vers le parking. Chaque pas était lent et délibéré. Daniel concentra toute son attention à bouger ses jambes, qui avaient partiellement oublié comment faire après tant de temps sous sédatifs. Mais elle était déterminée et refusa toute suggestion de retourner dans le fauteuil. Hélène marchait à côté d'eux d'un pas un peu plus ferme, mais toujours prudent. David lui offrit son bras pour qu'elle se tienne, et elle accepta, reconnaissante pour la stabilité supplémentaire. Irène marchait juste derrière, prête à intervenir si l'une des petites trébuchait ou perdait l'équilibre. Quand ils arrivèrent enfin à la voiture, tous transpiraient légèrement à cause de l'effort et de la tension. Victor aida Daniel à monter sur le siège arrière et lui mit la ceinture de sécurité. Hélène entra de l'autre côté et David s'assit au milieu entre les deux. Irène s'installa à l'avant, à côté de Victor, qui démarra le moteur et commença à conduire vers la maison avec une prudence exagérée, évitant tout nid de poule. Le silence à l'intérieur de la voiture était lourd, mais pas inconfortable. C'était le silence de personnes traitant intérieurement l'ampleur du moment qu'elle vivait. Daniel regardait par la fenêtre, observant les rues qu'elle n'avait pas vues depuis si longtemps. Tout semblait familier, mais en même temps différent, comme si elle voyait le monde avec des yeux nouveaux. Quand Victor tourna dans sa rue et que la maison apparut au bout du pâté de maison, Daniel laissa échapper un son bas qui était à moitié soupir, à moitié sanglot. Elle rentrait vraiment à la maison, après avoir traversé un cauchemar qui semblait ne pas avoir de fin. Victor se gara dans le garage et coupa le moteur, restant assis un instant, respirant simplement et se préparant à ce qui allait suivre. Puis il sortit et ouvrit la porte arrière, aidant d'abord Daniel, puis Hélène à sortir de la voiture. Ils marchèrent lentement jusqu'à la porte d'entrée et Victor ouvrit avec la clé. Il entra le premier et tint la porte ouverte pour que les petites passent. Daniel s'arrêta sur le seuil et regarda à l'intérieur de la maison qui avait été la sienne toute sa vie. Des larmes commencèrent à couler silencieusement sur son visage, tandis qu'elle absorbait chaque détail familier. « Bienvenue à la maison, ma fille », dit Victor d'une voix étranglée. Daniel entra lentement comme si elle avait peur que tout ne disparaisse, si elle bougeait trop vite. Elle toucha le mur du couloir, puis la table du vestibule de ses doigts tremblants. Hélène entra derrière elle, regardant autour d'elle, les yeux grands ouverts, absorbant chaque détail de cet endroit qui serait son foyer. Tout était aussi nouveau pour elle, et en même temps, cela promettait la sécurité qu'elle n'avait jamais vraiment eue. Irène et David entrèrent en dernier, fermant la porte derrière eux et soudain, la maison était pleine de vie et de présence d'une manière qui n'était pas arrivée depuis des années. Victor guida les petites jusqu'au salon et les aida toutes les deux à s'asseoir sur le canapé. Daniel s'enfonça dans les coussins moelleux avec un soupir de soulagement sincère, car elle était enfin dans un endroit qui semblait sûr et familier. Irène alla directement à la cuisine pour commencer à préparer le déjeuner, car il était presque midi et les petites devaient manger correctement. David resta dans le salon, conversant doucement avec Daniel et Hélène, essayant de les mettre à l'aise. Victor observait tout, debout près de la porte du salon, ressentant un mélange d'émotions si intense qu'il était presque physique. Il y avait du soulagement d'avoir enfin réussi à ramener sa fille à la maison. Il y avait de la peur de ne pas être capable de tout gérer adéquatement. Il y avait de l'espoir que cela puisse réellement fonctionner et se transformer en quelque chose de bon pour tous. L'odeur de la nourriture commença à se répandre dans la maison depuis la cuisine,
et Victor réalisa qu'il avait faim. Il n'avait rien mangé au petit déjeuner car son estomac était noué par l'anxiété. Il alla à la cuisine et trouva Irène travaillant efficacement, préparant du riz, des haricots et du poulet grillé avec des légumes. Elle le regarda quand il entra et sourit. « Les petites semblent aller bien compte tenu de tout », commenta-t-elle en remuant le riz dans la casserole. Victor acquiesça en s'appuyant sur l'évier. Il y a encore un long chemin à parcourir, mais au moins maintenant elles sont à la maison et en sécurité. Irène acquiesça et continua de cuisiner pendant que Victor restait là, observant simplement et se permettant de ressentir ce moment de calme avant que la routine réelle ne commence. Quand le déjeuner fut prêt, ils se réunirent à la table de la cuisine et pour la première fois, la grande table était complètement occupée avec 5 personnes assises autour. Daniel mangea lentement, mais avec appétit. Chaque bouchée semblait avoir une saveur spéciale après des jours de nourriture d'hôpital sans goût. Hélène mangeait aussi bien, et Victor remarqua qu'elle regardait fréquemment Irène comme si elle évaluait si elle pouvait faire confiance à cette femme qui préparait la nourriture avec tant de soin. La conversation pendant le déjeuner fut légère. Ils parlèrent de choses simples comme le temps et des projets pour le reste de la journée. Personne ne mentionna le passé ou ce qui s'était passé, car tous semblaient comprendre instinctivement que ce moment était celui de recommencer. Après le déjeuner, Victor suggéra de montrer les chambres aux petites, car elles ne les avaient pas encore vues. Daniel et Hélène acceptèrent et le suivirent à l'étage avec David, l'aidant à soutenir physiquement lorsque leurs jambes flanchaient dans les escaliers. Victor ouvrit d'abord la porte de la chambre de Daniel, et elle entra, les larmes aux yeux à nouveau. Tout était exactement comme elle s'en souvenait, avec les peluches sur l'étagère et les dessins sur le mur. « Tout est pareil », murmura-t-elle en touchant le lit. Victor expliqua qu'il avait conservé la chambre en attendant le jour où elle reviendrait, et elle se tourna pour l'embrasser avec une force qui allait au-delà de la capacité physique qu'elle avait à ce moment-là. Puis ils allèrent jusqu'à la chambre qui serait celle d'Hélène. Elle était plus petite que celle de Daniel, mais confortable avec du papier peint au ton pastel et un lit simple avec des draps neufs. Hélène entra lentement, regardant autour d'elle avec une expression d'incrédulité. « C'est juste pour moi ?» demanda-t-elle d'une voix fine. Victor confirma que oui, et qu'elle pouvait décorer comme elle voulait pour aménager l'espace à son goût. Hélène s'assit sur le bord du lit et passa ses mains sur le drap doux, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait un endroit qui était juste pour elle. David commenta que sa chambre était juste à côté si elle avait besoin de quelque chose pendant la nuit, et cela sembla réconforter visiblement la petite. Ils passèrent le reste de l'après-midi à s'adapter à la nouvelle routine. Les petites se reposèrent un peu dans leur chambre tandis qu'Irène organisait la cuisine et planifiait les repas de la semaine. Victor resta dans son bureau, faisant quelques appels de travail qui ne pouvaient plus attendre. Il avait décidé de travailler depuis la maison, au moins pendant les premières semaines, pour être disponible chaque fois que les petites en auraient besoin. Vers 17h, il monta pour voir comment allait Daniel et la trouva assise sur le lit, regardant par la fenêtre. Il frappa légèrement à la porte avant d'entrer et s'assit à côté d'elle. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Daniel mit un peu de temps avant de répondre. « Ça ressemble à un rêve. J'ai peur de me réveiller et d'être de retour dans ce fauteuil sans pouvoir bouger. » Victor plaça son bras autour de ses épaules et la serra contre lui. « Ce n'est pas un rêve, ma fille. Tu es vraiment à la maison et personne ne te fera plus de mal. Je le promets. » Daniel posa sa tête sur son épaule et ils restèrent ainsi en silence pendant plusieurs minutes, absorbant simplement la réalité d'être de nouveau ensemble. Après un certain temps, elle posa des questions sur la femme qui lui avait fait cela, et Victor expliqua soigneusement que Thérèse était en prison et allait répondre de tout ce qu'elle avait fait, qu'elle ne pourrait plus jamais s'approcher d'aucune des deux petites. Daniel sembla traiter cette information lentement et acquiesça ensuite comme si elle fermait mentalement ce chapitre de sa vie. Quand vint l'heure du dîner, ils se réunirent à nouveau dans la cuisine. Irène servit une soupe légère avec du pain, car elle croyait qu'après une journée aussi intense, quelque chose de simple serait meilleur pour l'estomac de tous. La conversation coula plus naturellement qu'au déjeuner. Les petites commençaient à se détendre et rire même parfois des histoires que David racontait sur les choses drôles qui se produisaient quand il vivait dans la rue. Il y avait une légèreté croissante dans l'air qui suggérait que il était vraiment possible de construire quelque chose de bon à partir de toute cette tragédie, que les blessures pouvaient commencer à cicatriser s'il y avait suffisamment de soins et de temps. Après le dîner, Daniel confessa qu'elle était épuisée, et Victor l'aida à monter dans sa chambre. Il resta avec elle jusqu'à ce qu'elle soit confortablement installée dans son lit et couverte de sa couverture. « Papa » l'appela-t-elle alors qu'il était presque sorti de la chambre. Il se retourna. « Oui, ma fille. » Daniel le regarda, ses yeux déjà lourds de sommeil. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Victor sentit son cœur se serrer et revint vers le lit, l'embrassant sur le front. « Je ne t'aurais jamais abandonné. Jamais. » Elle sourit et ferma les yeux,
s'endormant presque instantanément. Victor redescendit et trouva Hélène encore dans le salon avec David regardant la télévision. Irène finissait de nettoyer la cuisine et refusa son aide quand il la lui offrit, disant qu'elle avait presque terminé. Il s'assit dans le fauteuil et resta à observer les deux jeunes sur le canapé, conversant doucement sur l'émission qui passait à l'écran. Il y avait une normalité dans cette scène qui semblait presque surréelle, considérant où ils étaient tous à peine une semaine auparavant. Quand Hélène commença à bâiller, Victor suggéra qu'elle aille aussi dormir et la petite acquiesça. Elle monta avec David, qui lui montra de nouveau où se trouvait l'interrupteur de la lumière et la salle de bain, au cas où elle en aurait besoin pendant la nuit. Quand tout le monde fut enfin couché et que la maison devint silencieuse, Victor resta dans le salon un peu plus longtemps, absorbant simplement le calme plein de vie qui remplissait maintenant cet espace. Demain commencerait la vraie routine avec les consultations médicales et les adaptations, mais pour l'instant, il se permettait de ressentir simplement de la gratitude d'être arrivé là. Il pensa à David et à la façon dont un garçon de la rue avait eu le courage de parler quand il avait vu quelque chose de mal. Il pensa à la facilité avec laquelle cela aurait pu ne jamais arriver si David avait décidé que ce n'était pas son problème. Quand il monta enfin pour dormir, il s'arrêta devant la porte de chaque chambre, écoutant la respiration tranquille de chaque personne qui faisait maintenant partie de sa vie. Nous allons y arriver. Les premières semaines se déroulèrent selon une routine soigneusement établie, où chaque jour apportait de petites avancées et quelques défis inattendus qu'il fallait surmonter ensemble. Victor se réveillait tôt tous les matins et descendait pour trouver Irène déjà dans la cuisine, préparant le café et organisant les médicaments des petites dans de petits récipients marqués avec les horaires corrects. Elle avait développé un système efficace qui garantissait que rien n'était oublié ou administré à la mauvaise dose. Daniel et Hélène commencèrent les séances de physiothérapie 3 fois par semaine dans une clinique spécialisée, située à 20 minutes de la maison. Les exercices étaient épuisants et souvent frustrants quand leur corps ne répondait pas comme elles le voulaient. Mais les deux faisaient preuve d'une détermination qui impressionnait même les thérapeutes. David endossa naturellement le rôle de grand frère, n'ayant pourtant jamais eu de frères et sœurs auparavant. Il aida les petites avec les exercices à la maison lorsque les thérapeutes recommandaient une pratique supplémentaire et inventaient des jeux pour rendre la récupération moins monotone. « Voyons si tu arrives à tenir cette position pendant 10 secondes », disait-il à Daniel pendant les étirements, et elle acceptait le défi avec un sourire déterminé. Victor observait ces interactions de loin, ressentant une profonde gratitude d'avoir trouvé ce garçon qui non seulement avait sauvé Daniel, mais devenait maintenant une partie essentielle de la structure qui maintenait tout le monde en éveil. Les séances de thérapie psychologique commencèrent la 2e semaine et étaient individuelles pour chaque petite. Daniel revenait toujours silencieuse et avait besoin de temps seule dans sa chambre avant de pouvoir interagir avec les autres. Hélène réagissait différemment et semblait vouloir une compagnie immédiate après les séances, comme si elle avait besoin de se reconnecter avec quelque chose de sûr. 1 mois après la sortie de l'hôpital, Victor reçut un appel de l'enquêteur l'informant que le procès de Thérèse avait été fixé et que les petites seraient probablement appelées à témoigner si elles étaient en état psychologique adéquat. La nouvelle apporta un nuage de tension sur la maison, car tous savaient que revivre cela publiquement serait extrêmement difficile. Victor discuta avec les thérapeutes des petites et avec la docteure Dubois, qui continuait de suivre leur rétablissement physique. « Sont-elles prêtes pour ça ?» demanda-t-il à la thérapeute de Daniel lors d'une conversation téléphonique. La réponse fut prudente, mais positive. Pourvu qu'il y ait un soutien adéquat, le témoignage pourrait même être bénéfique pour le processus de guérison. Daniel, lorsqu'elle apprit la possibilité de témoigner, resta silencieuse pendant un long moment avant de dire qu'elle voulait le faire. « Je dois montrer qu'elle n'a pas réussi à me détruire », dit-elle avec une fermeté qui surprit Victor. Hélène eut une réaction plus conflictuelle, car malgré tout, Thérèse était toujours sa mère, et il y avait une loyauté confuse que la petite portait. Pendant plusieurs séances de thérapie, elle travailla ce conflit interne, essayant de séparer l'amour qu'elle ressentait pour la figure maternelle du rejet pour ce que cette personne avait fait. « Puis-je l'aimer et être quand même en colère contre ce qu'elle a fait ?» demanda Hélène à Irène un après-midi, alors qu'elle aidait à plier le linge à la buanderie. Irène arrêta ce qu'elle faisait et regarda la petite avec affection. « Oui, tu peux. Les sentiments n'ont pas besoin d'être une seule chose. » La maison, qui était auparavant silencieuse et vide, était maintenant remplie des bruits de la vie, des rires occasionnels, des conversations à table, des pas dans les couloirs, des portes qui s'ouvraient et se fermaient, tous les petits bruits qui transformaient une structure physique en un véritable foyer. Au 2e mois, Daniel fit ses premiers pas sans aucun soutien. Ce fut lors d'une séance de physiothérapie à la maison quand elle lâcha simplement la main de David et marcha 5 pas jusqu'à Victor,
qui était de l'autre côté du salon. Le silence qui suivit fut rompu par une explosion de joie. « Tu as réussi, ma fille? Tu as réussi » cria Victor, l'embrassant quand elle arriva jusqu'à lui. Tous célébrèrent cette étape comme si c'était la plus grande victoire possible, et peu-être l'était-ce vraiment compte tenu de là où elle avait commencé. Hélène progressa différemment, car elle n'avait jamais vraiment perdu la capacité de marcher. Sa récupération était plus émotionnelle que physique. Apprendre à faire confiance à nouveau et comprendre que toutes les personnes n'allaient pas lui faire de mal prenait du temps, mais peu à peu elle commençait à baisser les défenses qu'elle avait construites. Le procès eut lieu un après-midi pluvieux d'automne, quand les feuilles commençaient à tomber des arbres et l'air devenait plus froid, annonçant le changement de saison. Victor emmena les deux petites accompagnées de leurs thérapeutes respectives et d'Irène, qui insista pour y aller, afin d'apporter un soutien émotionnel. David resta à la maison car il pensait qu'il y aurait trop de monde, et il pourrait aider davantage en attendant de les recevoir tous à leur retour. La salle d'audience était grande et intimidante, avec de hauts plafonds et du bois sombre partout. Thérèse était assise à la table de la défense à côté d'un avocat, et quand Daniel et Hélène entrèrent, elle tenta d'établir un contact visuel, mais toutes deux détournèrent le regard. Le processus fut long et techniquement complexe, avec des témoins appelés et des preuves présentées. Quand vint enfin le moment pour les petites de témoigner, Daniel fut la première. Elle marcha jusqu'à la chaise des témoins d'un pas encore un peu incertain, mais la tête haute, elle prêta serment et commença ensuite à répondre aux questions du procureur. « Pouvez-vous décrire ce que vous ressentiez lorsque vous étiez sous l'effet du sédatif » demanda le procureur. Daniel respira profondément avant de répondre. « C'était comme être prisonnière à l'intérieur d'un verre épais. Je voyais et entendais tout, mais je ne pouvais ni bouger ni parler. C'était désespérant. » Sa voix était ferme, même quand les larmes commencèrent à couler. Le tribunal resta dans un silence absolu tandis qu'elle continuait de décrire les mois de souffrance. Quand son témoignage fut terminé, elle regarda directement Thérèse pour la première fois, et quelque chose changea dans son expression. Ce n'était ni de la rage ni de la haine, mais une acceptation de ce qui s'était passé et une décision de ne pas laisser cela la définir pour toujours. Hélène témoigna ensuite, et son témoignage fut plus court et entrecoupé de pauses, où elle devait respirer profondément pour pouvoir continuer. « Sa mère vous a-t-elle expliqué pourquoi elle vous donnait ce médicament » demanda le procureur avec douceur. Hélène secoua la tête. Elle disait que c'était pour que je dorme mieux, que j'étais trop agitée. L'avocat de la défense tenta de poser des questions qui présentaient Thérèse comme quelqu'un qui avait agi par désespoir et non par méchanceté. Mais Hélène répondit à chaque question avec une honnêteté douloureuse qui ne laissait aucune place aux justifications. Quand elle descendit de la chaise des témoins, elle marcha directement vers Irène, qui la serra fort dans ses bras. Le jury délibéra pendant 3 heures avant de revenir avec le verdict. Coupable de toutes les accusations avec recommandation de peine maximale, compte tenu de la vulnérabilité des victimes et de la durée du crime. Thérèse ne montra aucune émotion lorsque la sentence fut lue. Elle regarda juste une dernière fois Hélène avant d'être emmenée hors de la salle. En rentrant à la maison, personne ne parla beaucoup. Le poids de la journée était encore sur eux tous. Mais il y avait aussi un sentiment de clôture, que ce chapitre était enfin officiellement terminé, même si les conséquences devraient encore être traitées pendant longtemps. Quand ils arrivèrent à la maison, David avait préparé du chocolat chaud pour tout le monde et placé des couvertures sur le canapé du salon. Il comprit instinctivement que ce dont tout le monde avait besoin était un confort simple et familier. Ils s'installèrent ensemble pour regarder un film stupide auquel personne ne prêtait vraiment attention, mais qui remplissait le silence de manière adéquate. Daniel s'endormit, appuyé sur l'épaule de Victor avant la fin du film, et il resta complètement immobile pour ne pas la réveiller, observant le visage détendu de sa fille, qui semblait enfin en paix. Hélène était enroulée dans une couverture à côté d'Irène qui lui caressait distraitement les cheveux. David, assis par terre, appuyé sur le canapé, avait aussi fermé les yeux. Dans les mois qui suivirent, la vie continua avec ses hauts et ses bas naturels. Il y eut des mauvais jours où les souvenirs revenaient avec force, et il y eut des bons jours où tous riaient autour de la table du dîner, comme s'ils étaient une famille qui avait toujours existé de cette manière. Daniel retourna à l'école avec des cours de soutien pour compenser le temps perdu. Hélène commença dans une nouvelle école où personne ne connaissait son histoire, et elle pouvait être juste une autre petite fille. David s'inscrivit à un cours du soir pour terminer ses études, qu'il avait abandonné quand il avait vécu dans la rue. Il parlait de vouloir aller à l'université un jour, et Victor avait déjà promis qu'il l'aiderait avec tout ce qui serait nécessaire pour que cela devienne réalité. Irène s'épanouit d'une manière inattendue, retrouvant un but clair et des personnes qui dépendaient d'elle. Sa santé s'améliora avec une alimentation adéquate et l'accès à des traitements médicaux qu'elle n'avait pas auparavant. La maison, qui avait été un mausolée de souvenirs, se transforma en un espace vivant, plein de possibilités.
Victor engagea un paysagiste pour aménager le jardin et créer un espace où les petites pourraient jouer. Ils plantèrent des fleurs et installèrent une balançoire que Danielle utilisait chaque fois qu'elle avait besoin de réfléchir. Un après-midi de printemps, presque un an après ce jour au parc, Victor était dans le jardin, observant Danielle et Hélène jouer avec David quand il réalisa à quel point tout avait changé. Les petites couraient et riaient avec une liberté qui semblait impossible des mois auparavant. David avait grandi de quelques centimètres et pris un poids sain. Irène fredonnait dans la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Il pensa à la façon dont un seul moment de courage d'un garçon de la rue avait déclenché une série d'événements qui avaient sauvé non seulement Danielle, mais d'une certaine manière, les avaient tous sauvés. Chaque personne dans cette maison avait été libérée d'une sorte de prison, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Danielle courut vers lui, haletante et heureuse, lui demandant d'être l'arbitre d'une course qu'elle et Hélène voulaient faire. Victor accepta et se rendit à la ligne de départ improvisée qu'elles avaient marquée avec des pierres. « Prête, feu, partez !» cria-t-il, et les deux s'élancèrent avec toute la force qu'elles avaient tandis que David chronométrait sur son portable. Hélène gagna de justesse et célébra les bras levés. Danielle fit semblant d'être contrariée pendant 2 secondes avant de rire et de demander une revanche. Victor observait ses enfants qui avaient tant traversé, parvenant encore à trouver de la joie dans les choses simples, et cela lui donnait l'espoir qu'ils iraient vraiment bien. Cette nuit-là, après que tout le monde fut endormi, Victor resta assis sur la véranda arrière, regardant les étoiles et pensant à tout ce qu'il avait appris cette dernière année. Il avait appris que la famille n'était pas seulement une question de sang, mais de choix et d'engagement, que la guérison était possible, même après des traumatismes profonds, s'il y avait suffisamment d'amour et de soutien, que parfois les plus grandes bénédictions venaient déguisées en pire tragédie. La porte coulissante s'ouvrit derrière lui et Danielle apparut en pyjama. « Je n'ai pas réussi à dormir. » Victor fit de la place sur le banc et elle s'assit à côté de lui, enroulée dans une couverture. Ils restèrent en silence un moment, profitant simplement de la compagnie l'un de l'autre sous le ciel étoilé. Puis Danielle posa sa tête sur son épaule et murmura qu'elle était reconnaissante pour tout ce qui s'était passé après ce jour horrible au parc, qu'elle avait gagné une famille plus grande et meilleure qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Victor embrassa le sommet de sa tête, sentant ses yeux se remplir de larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'une profonde gratitude d'avoir reçu une seconde chance de tout faire correctement. La brise nocturne apporta l'odeur des fleurs qu'ils avaient plantées dans le jardin, et de quelque part au loin vint le son d'un chien aboyant. La vie continuait avec toute sa complexité et sa beauté imparfaite. À l'intérieur de la maison, les lumières étaient encore allumées dans la cuisine, où Irène préparait probablement le déjeuner de David pour le lendemain. De sa chambre venait le son étouffé de musique, jouant doucement. De la chambre d'Hélène, aucun son n'indiquait qu'elle avait enfin réussi à dormir. Tout cela ensemble formait la texture de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Une vie qui n'était ni parfaite ni exempte de défis, mais qui était authentique et remplie d'un amour véritable. Victor pensa au garçon de la rue qui avait eu le courage de parler quand il avait vu quelque chose de mal, et à la façon dont cet acte simple avait sauvé non pas une, mais 5 personnes qui vivaient maintenant ensemble, essayant d'être meilleures chaque jour. Le monde continuait de tourner dehors avec toutes ses injustices et ses souffrances. Mais là, sur ce petit bout de terre, ils avaient créé un refuge où chaque personne comptait et était valorisée exactement telle qu'elle était. Danielle bâilla et Victor suggéra de rentrer. Elle accepta à contre-cœur et les deux entrèrent, fermant la porte avec précaution pour ne pas faire de bruit. Il l'accompagna jusqu'à sa chambre et attendit qu'elle s'installe confortablement dans son lit avant de la couvrir et de lui souhaiter bonne nuit. Quand il était sur le point de sortir, elle l'appela une fois de plus et il s'arrêta à la porte en se retournant. Ses yeux étaient lourds de sommeil, mais ils brillaient d'une lueur qu'il n'avait pas vue depuis des années. C'était de l'espoir mêlé à un bonheur sincère. C'était la certitude que demain pouvait être meilleur qu'aujourd'hui. Victor sourit et éteignit la lumière, ne laissant que la lampe de chevet allumée. Il descendit les escaliers lentement, ressentant la bonne fatigue d'une journée bien vécue. Et quand il passa par le salon, il regarda les photos qui décoraient maintenant les murs. Des photos de tous ensemble à divers moments de cette année de reconstruction. Il monta dans sa propre chambre et s'allongea, pensant qu'au final, la vie avait une façon étrange de réparer ce qui semblait irrémédiablement brisé. Il fallait juste du temps, les bonnes personnes et beaucoup de courage pour continuer à essayer, même quand tout semblait perdu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Votre opinion est très importante pour nous. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la clochette pour ne rien manquer de nos nouveaux contenus. Chaque like, commentaire et partage nous aide à continuer à créer des contenus incroyables pour vous.